Haruka est un garçon solitaire qui reste à l'écart, évitant ses camarades de classe. Mais sa vie prend un tournant soudain lorsqu'il est transporté dans un isekai, une dimension mystérieuse, où il doit mener et protéger ses camarades de classe dans une aventure dangereuse. L'histoire commence avec ce garçon espionnant un groupe de gobelins, se détendant autour d'un feu de camp. Il marche sur une brindille et le craquement le trahit. Les gobelins sont sur lui, le poursuivant à toute vitesse. Mais pendant qu'il court, il esquisse un sourire. Tout cela fait partie du plan. Ensuite, les gobelins tombent dans un piège qu'il a installé plus tôt. Le garçon sort, montrant son visage, pensant « c'était juste ». Heureusement que j'avais ce piège prêt. En ce moment, il survit en solo dans ce monde. Puis son esprit revient au jour où il a été projeté dans cet autre monde. Haruka est assis tout seul à son bureau parce qu'il est un vrai solitaire. Il le sait et honnêtement, ça lui va bien. S'il ne se détendait pas en solo, il devrait traîner avec ses camarades de classe et il ne peut pas supporter ces gens-là. La classe est pleine de différents groupes, il y a les délinquants, les filles populaires, les mecs de la salle de sport et puis les aléatoires que personne ne remarque. Il ne s'intègre avec aucun d'eux et ça lui va très bien. Plus de temps pour plonger dans ses livres, pas besoin d'amis. Mais son moment de tranquillité est interrompu lorsqu'une lumière vive apparaît en dessous de lui. On dirait qu'un genre de cercle d'invocation apparaît sous les étudiants. Pendant une seconde, Haruka est enthousiaste. Il sait que cela signifie qu'une aventure isekai arrive. Puis ça le frappe. Il a passé bien trop de temps devant un écran pour un solitaire. Et s'il y a une chose qu'il sait à propos des isekai, c'est que les choses vont bientôt se compliquer pour lui. Il ne va pas devenir une victime avant que Grand Theft Auto 6 ne sorte cependant. Pendant que le portail se charge encore, il se précipite vers la porte, essayant de s'éclipser. Mais la porte est fermée à clé magiquement et peu importe à quel point il pousse, il n'y a pas moyen de sortir. Le portail est presque entièrement chargé maintenant et ses camarades de classe commencent à disparaître, attirés par celui-ci. Haruka, qui ne veut pas participer à ce voyage, tente une dernière action et rampe dans les conduits de ventilation du plafond, espérant se cacher jusqu'à ce que ça passe. Il se faufile dans le toit de la salle de classe, pensant qu'il est hors de danger. Mais juste au moment où il se sent en sécurité, le cercle d'invocation le repère à travers le toit et l'attire quand même. Dommage qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais il se dit qu'un roi gros ou une princesse mignonne va apparaître, demandant de l'aide ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ce qui se passe. Mais à la place, Haruka voit ce vieux type chauve paniquer, agitant ses bras comme un fou quand il le repère. Apparemment, le vieux bonhomme est une sorte d'être suprême, celui qui était derrière toute l'invocation. Il a déjà envoyé le reste des camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a fait ce truc avec le plafond, son invocation a été retardée. Maintenant, le vieux monsieur est pressé d'envoyer Haruka avant d'avoir des ennuis pour avoir tout gâché. L'être suprême dit à Haruka qu'il va obtenir des capacités pour l'aider dans l'autre monde. Mais il y a un hic, il est arrivé en retard et toutes les bonnes compétences ont déjà été choisies. Qu'est-ce qu'il reste? Une série de compétences sans intérêt que personne ne voulait. On parle des compétences d'un villageois de Minecraft, de dés de jeu, de lentilles de contact et d'un bâton entre autres. Pour couronner le tout, il ne peut en choisir que quelques-uns. Haruka perd son sang-froid, s'en prenant au vieil homme pour l'avoir entraîné dans ce pétrin et lui avoir laissé des capacités nulles. Le vieil homme sait qu'il a fait une erreur, mais il n'est pas prêt à laisser un lycéen lui crier dessus comme ça. Puis il dit à Haruka « D'accord, tu peux avoir toutes les compétences restantes, mais je ne veux plus te voir ici. » Puis sans prévenir, il téléporte Haruka directement dans l'autre monde. Avoir plus de compétences que la plupart semble bien, mais cela n'aide pas beaucoup quand vous êtes abandonné au milieu de la forêt sans équipement. Haruka n'a jamais survécu dans la nature auparavant, et il n'a rien avec quoi travailler. Puis il aperçoit une pochette sur le sol, il s'avère qu'elle est liée à la compétence du villageois de Minecraft et lui permet de stocker des objets illimités dans son inventaire. Heureusement, il y a quelques équipements de base à l'intérieur, donc au moins il n'est pas complètement fichu. Une fois qu'il a rassemblé ses affaires, il décide de vérifier ses statistiques. Mais grâce au dé de jeu, il doit lancer un nombre pour obtenir ses points de statistiques. Il lance les dés, tombe sur un M, et ne comprend pas ce que cela signifie. Quoi qu'il en soit, il met tous ses points M dans sa statistique de chance, en se disant que cela ne peut pas faire de mal. À sa surprise, lorsqu'il vérifie sa fenêtre de statistiques, sa chance est au maximum. Maintenant, il regrette un peu de ne pas l'avoir utilisé pour autre chose. Alors qu'il continue de faire défiler ses statistiques, il se rend compte qu'en plus des compétences médiocres, il a également acquis 2 capacités uniques. Comme il était un tel solitaire sur Terre, il ne pourra pas former un groupe ici, même s'il essaie, mais l'avantage est que sa 2e compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, puisqu'il ne se fera pas d'amis parmi les humains. Haruka est un peu déçu de ne pas bâtir un harem de sitôt, mais c'est comme ça. À l'heure actuelle, il est plus inquiet du fait qu'aucun de ses camarades de classe ne soit là. C'est bizarre, surtout puisque c'est censé être le point de départ pour tout le monde. Mais encore une fois, il ne s'en est jamais soucié auparavant. Alors pourquoi commencerait-il maintenant? Pour l'instant, Haruka doit se concentrer sur l'accumulation de provisions s'il veut survivre et vivre décemment ici dans les bois. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, car avec tous ces arbres sur le chemin, il ne peut presque rien voir. À ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne trébuche sur un monstre, et si cela arrive, il est fichu.
Puis ça lui vient à l'esprit, il a cette compétence de lentille de contact. Alors il les met et soudainement, il voit toutes sortes d'informations sur la région autour de lui. Il s'avère que les lentilles ont une compétence d'évaluation intégrée. Maintenant, il peut se déplacer dans la forêt sans se perdre et même repérer quelques champignons qui ne le tueront pas s'il les mange. Il en ramasse quelques-uns, puis se dirige vers une rivière proche, utilisant son sac pour recueillir de l'eau à boire. Une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention. Il s'aventure plus profondément dans les bois et trouve une petite grotte. Cela semble trop intéressant pour passer à côté. Haruka dit une prière rapide, juste au cas où il y aurait un monstre à l'intérieur, prêt à lui sauter dessus. Après cela, il entre pour explorer. Heureusement pour lui, la grotte est sans monstre et elle est assez grande pour être utile, alors il décide que ce sera sa nouvelle base. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac et installe le camp. Ensuite, il allume un petit feu à l'aide de sa magie de contrôle de la température pour rester au chaud pendant la nuit. Le plus drôle, c'est qu'utiliser cette magie une fois lui permet de débloquer une nouvelle compétence de feu et être sur ses gardes à propos des monstres l'aide à acquérir une tonne de compétences de détection aussi. Mais Haruka n'a qu'un bâton comme compétence d'attaque, donc il doit encore comprendre comment il va se protéger. Le lendemain matin, il se réveille en sursaut, inquiet de ce qui a pu se passer pendant la nuit. Quand il sort de la tente, il est soulagé qu'aucun monstre ne l'ait attaqué pendant son sommeil. Il s'avère que ces objets de compétences inutiles qu'il avait étaient essentiels pour le garder en sécurité contre les créatures. Même s'il est à l'abri du danger, cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de sa faim. Alors, il sort une poêle et commence à cuisiner certains des champignons qu'il a ramassés hier. Et si vous vous demandez d'où il a sorti la poêle, elle était simplement dans son sac de villageois, avec un ensemble complet de couteaux de cuisine et du beef jerky. Jusqu'ici, ce sac a été le vrai joueur le plus précieux dans l'arsenal de Haruka, et il se demande quel genre de villageois l'a mis en place avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il doit se demander ce qu'il va faire ensuite. Alors, il sort dehors et fait une petite promenade pour s'éclaircir les idées. Cette grotte pourrait servir de base pour l'instant, mais Haruka doit encore se soucier de trouver un approvisionnement alimentaire stable et d'organiser une protection au cas où des monstres décideraient de le rejoindre. Heureusement, avec ses lentilles à de contact, il ne devrait pas être trop difficile de rassembler assez de nourriture pour durer un moment. Il trouve plus de champignons et à ce moment-là, l'instinct de détection de Haruka se manifeste. Il remarque quelque chose à proximité, alors il va voir ce que c'est. Quand il s'approche, il flippe parce que le bruit vient de gobelins. Et pas seulement un, il y en a deux, et ils ont tous les deux des stats de force plus élevés que lui. Il se demande s'il peut même les affronter dans l'état où il est en ce moment et commence à penser à abandonner. Mais comme il vit dans cette forêt, il sait qu'il va devoir affronter ces gobelins un jour ou l'autre. Alors il se dit qu'il vaut mieux s'en occuper maintenant, tant qu'il a l'avantage. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton suffise, alors il essaie d'utiliser un peu de magie autour du bâton, juste pour voir si ça fait quelque chose. Il s'avère que ça fonctionne mieux qu'il ne l'avait prévu. Alors, il saute des buissons et frappe un des gobelins en pleine tête. Le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka n'en a pas fini. Il continue de le frapper jusqu'à ce qu'il tombe enfin. Un de moins, maintenant, il doit gérer l'autre. Alors qu'il charge vers lui, Haruka esquive juste à temps. Maintenant qu'il ressent les choses, il se rend compte que les attaques du gobelin sont assez prévisibles. Il commence à esquiver facilement et le frappe plusieurs fois avant de l'atteindre avec une explosion magique. Après avoir remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka décide que cela suffit pour la journée et retourne à la grotte pour se reposer. Alors, quand il rentre, il prépare des champignons pour le dîner et examine la massue qu'il a trouvée sur le corps du gobelin. Elle a un fort potentiel de dommage, mais elle est lourde et a une courte portée. Donc Haruka décide de garder son bâton de confiance pour l'instant. Après cela, il vérifie ses statistiques et à sa grande surprise, il se rend compte qu'il a gagné un niveau grâce au combat qu'il a eu plus tôt. Non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont doublé aussi. Le lendemain matin, Haruka se réveille, prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de ne manger que des champignons tout le temps. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande, mais il sait qu'il doit d'abord apprendre à chasser, et avant cela, il doit s'améliorer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence fusion magique qu'il a acquise. Pour l'expliquer brièvement, il couvre essentiellement tout son corps avec de la magie pour augmenter à la fois ses défenses physiques et magiques. Cela augmente également considérablement sa force, donc il devrait pouvoir se battre beaucoup plus efficacement. De plus, sa compétence d'évaluation a été améliorée au niveau 2, il l'utilise donc pour vérifier si quelque chose a changé. Mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a clairement jamais joué à des jeux vidéo avant, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que pourrait signifier une icône de point d'interrogation et finalement il abandonne. Au lieu de cela, il sort pour s'entraîner à la magie. En partant, il remarque quelque chose par terre.
Il le ramasse en pensant que ça pourrait être de la viande, mais il s'avère que c'est un autre champignon. C'est peut-être un peu bête, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait simplement sur les arbres dans ce monde. Et il réalise rapidement qu'il ne va pas trouver de viande sur le sol de la forêt, alors il décide de poursuivre son entraînement magique. Il active son infusion de mana et fait un pas en avant. Mais avec un coup de pouce physique, il finit par voler plusieurs mètres en avant. Son corps se sent beaucoup plus léger qu'avant, et avec très peu d'efforts, il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. En plus de cela, sa dextérité est grandement améliorée, lui permettant de bouger et de frapper avec précision. La première chose que Haruka fait avec sa nouvelle force est de défier 2 gobelins au hasard qu'il voit à proximité. Contrairement à hier où il peinait à en abattre un, il en assomme un d'un seul coup. Se sentant vraiment confiant avec ce pouvoir, il pense qu'il peut gérer encore plus de gobelins. Mais quand il aperçoit un groupe de 3 gobelins ensemble, il commence à avoir des doutes. Il recule lentement, voulant éviter d'être attaqué par toute l'équipe. Après cela, il décide qu'il a suffisamment travaillé pour la journée, alors il retourne dans sa grotte pour pratiquer sa magie. Il établit une routine où il passe ses journées à combattre et ses nuits à expérimenter avec la magie. À sa surprise, il découvre qu'il peut même fabriquer des tables basses avec sa magie. En respectant cette routine, il finit par atteindre un point où il peut éliminer un gobelin en un coup et fabriquer une vraie table. Se sentant bien dans sa progression, il utilise sa magie pour créer une porte pour sa grotte, ce qui signifie qu'il peut enfin aller chasser la nuit. Il décide de partir à la chasse au lapin parce qu'il n'a pas mangé de viande depuis longtemps, mais quand il l'attrape et qu'il est sur le point de commencer à cuisiner, il remarque quelque chose d'autre bouger à proximité. Au début, il pense que c'est juste un autre gobelin, mais ensuite, il réalise que c'est encore pire, ses camarades de classe de l'école. Il ne veut vraiment pas avoir affaire à eux, alors il prévoit de s'éclipser dans la direction opposée. Alors qu'il commence à bouger, il voit les gars du gym, les filles populaires, et même les nerds. Les nerds ne sont pas si mauvais, il traînait parfois avec eux à l'école, mais il ne veut toujours parler à personne. Enfin, il aperçoit le groupe du conseil des étudiants, qui comprend le délégué de classe. Même s'il n'aime pas socialiser avec ses camarades de classe, il admet que la déléguée de classe a toujours été gentille avec lui. Il envisage brièvement de la saluer pour lui rendre sa gentillesse, mais il ne veut vraiment pas gâcher la solitude qu'il a trouvée. Personne ne sait qu'il est là, et il a enfin la chance d'être complètement seul, comme il l'a toujours voulu. Il n'y a pas de petites conversations, pas de taxes, et personne ne le dérange. Après réflexion, il décide d'ignorer ses camarades de classe et de continuer à vivre seul, déterminé à conquérir ce monde par lui-même. Il repère les fauteurs de troubles qui s'approchent trop près, alors il se cache dans des buissons à proximité pour rester caché. Juste à ce moment-là, les fauteurs de troubles entendent quelque chose bruisser dans les buissons et se disent qu'il ferait mieux d'aller voir. En s'approchant, Haruka se prépare, pensant qu'il va se faire attraper. Mais la chance est de son côté cette fois-ci, car tout ce qu'il trouve, c'est le lapin qu'il a libéré plus tôt, et il s'enfuit. Les fauteurs de troubles partent, se sentant déçus comme s'ils s'attendaient à plus. Plus tard, on les voit rassemblés près de la rivière, en train de discuter. Haruka rôde à proximité, elle espionne, espérant ne pas se mêler à eux. Il s'avère qu'ils parlent seulement de façon vulgaire des filles de leur classe. L'un d'eux fait même une blague sur la taille des pastèques de la vice-présidente de classe, disant qu'elle serait énorme, même dans un autre monde. Certains d'entre eux tournent leur attention vers les filles de l'équipe de natation. Haruka s'inquiète pour elles, mais se dit ensuite qu'elles vont bien s'en sortir. La déléguée de classe est avec elle, et elle déjouera tous les plans douteux de ces voyous. Il pense à comment elle les tient à distance depuis la première année. Ensuite, il se tourne vers ce gars un peu geek avec eux, Tanaka, et demande s'ils peuvent utiliser leurs compétences comme ils le souhaitent. Tanaka dit qu'ils peuvent, et ils commencent à le harceler pour qu'il leur en apprenne plus sur ses compétences. Haruka regarde cela et ne peut s'empêcher de penser que Tanaka est traité comme leur moteur de recherche personnel, dénichant des infos sur les compétences et les trucs d'isekai pour eux. Les fauteurs de troubles s'en vont avec quelques idées louches en tête, et Haruka se rend compte qu'il se dirige probablement là où se trouve le reste de ses camarades de classe, en amont près de la rivière. Il décide qu'il préfère être seul, alors il retourne dans sa grotte. De retour à sa cachette, Haruka remarque que son aptitude de solitaire est passée au niveau 2, probablement parce qu'il a réussi à se cacher de ses camarades de classe. Il est content que son titre soigné n'ait pas monté de niveau, mais déçu par ses titres de travail gâchés. Il voit qu'il est arrivé au niveau 3, mais il pense que ses compétences de maître de rien et de tête de mule le ralentissent. Il ne sait même pas ce que ses compétences sont censées faire. Maître de rien, cela lui rend difficile de se concentrer sur une seule chose, cependant, il peut faire d'autres choses correctement. Blockhead le fait se sentir comme une marionnette, pratiquement inutile. Il décide de ne pas trop y réfléchir et essaie de manger sa frustration, mais il est à nouveau abattu parce que c'est des champignons pour la énième fois. Il souhaite avoir de la viande ou du poisson. La scène passe à lui coucher dans son lit la nuit, entendant des bruits de bagarre venant de l'extérieur de sa grotte. Il ne peut pas dormir à cause de tout le bruit, alors il décide de sortir pour voir ce qui se passe, se disant que les bons enfants devraient être endormis à cette heure-ci. Il espère que ce ne sont pas encore les fauteurs de troubles.
Mais quand il vérifie, il est surpris de voir les geeks entourés par un groupe de gobelins, essayant de tenir leur position dans le combat. Ils ont un peu de mal et il pense à intervenir pour les aider. Mais d'abord, il utilise sa compétence d'évaluation pour vérifier leurs capacités. Il s'avère qu'ils sont bien plus forts que lui, alors il se dit qu'ils vont s'en sortir sans son aide. En plus, ils ont ses compétences de triche qu'il n'a pas. Il explique que dans leur ancien monde, sa classe était pleine d'athlètes de haut niveau et de surdoués, certains des enfants les plus intelligents du pays. Il y avait même quelques enfants de célébrités, et il se demande toujours comment il s'est retrouvé dans cette classe. Les geeks devraient être des pros quand il s'agit de gérer ce genre de truc d'un autre monde, donc il est assez sûr qu'ils iront bien. Juste au moment où il est sur le point de partir, cependant, il aperçoit d'autres gobelins qui se faufilent derrière les geeks. Les geeks ne remarquent même pas, alors Haruka décide d'intervenir. Il neutralise les gobelins avec sa canne en bois, puis vérifie que les geeks vont bien. Ils ont déjà géré les gobelins de leur côté, alors ils lui disent qu'ils vont bien. Ensuite, ils se promènent avec lui, le remerciant pour son aide. Haruka les ramène dans sa grotte et ils sont époustouflés par la façon dont il l'a aménagé à l'intérieur. Il explique que c'est grâce à sa magie de la terre et à un emballage astucieux. Il n'en croit pas qu'il ait réussi tout seul et il commence à dire que ce n'est pas juste qu'il ait tout cet espace pour lui tout seul. Haruka demande ce qui est arrivé au reste de leurs camarades de classe, se demandant s'ils sont partis explorer par eux-mêmes. Mais les nerds révèlent qu'ils sont en fuite. Curieuse, Haruka les pousse à donner plus de détails et ils commencent, depuis le début, ils expliquent comment tout a commencé le jour où ils ont été convoqués dans ce monde. Après leur arrivée, ils étaient tous confus, essayant de comprendre où ils étaient. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'ils avaient été transportés dans un autre monde, comme l'avait dit le vieil homme. Certaines des filles ont commencé à pleurer, leur famille et leur maison leur manquaient. Le reste du groupe a trouvé cela ennuyeux, ne sachant pas quoi faire dans cet endroit étrange et nouveau. Mais les nerds, familiers avec ce genre de situation, ont immédiatement vérifié leurs statistiques et ont reconnu leurs compétences grâce à des choses qu'ils avaient lues dans des mangas. Les délinquants se sont approchés des nerds, menaçant de les malmener s'ils ne commençaient pas à en dire plus sur les trucs de l'autre monde. Pendant ce temps, la déléguée de classe a gardé son calme, même avec tout le chaos qui se passait. Elle a dit à tout le monde de se détendre et les a avertis de ne pas faire trop de bruit dans la forêt. Mais cet avertissement est arrivé trop tard. Certains gobelins les avaient déjà retrouvés, même la déléguée de classe n'a pas pu garder son calme une fois qu'elle a vu ce qui se passait. Les voyous et certaines des filles étaient carrément en train de paniquer, presque en train de perdre la tête à la vue des monstres. Mais les nerds, sachant que ce n'étaient que des gobelins, des créatures de bas niveau tout droit sorties d'un roman isekai, en utilisant leurs compétences et ce qu'ils savaient, les nerds ont réussi à bien se défendre. Voyant les nerds se débrouiller, les sportifs ont aussi sauté dans l'action et ensemble, ils ont éliminé tous les gobelins. Ensuite, le délégué de classe a suggéré qu'ils déménagent quelque part de plus sûr où ils pourraient mieux voir leur environnement, alors ils se sont tous dirigés vers une rivière qui semblait suffisamment sûre. Ils ont installé leur camp là-bas et les intellos ont pris les commandes, enseignant à tout le monde des astuces de survie qu'ils avaient apprises en lisant des mangas et des romans légers. Le délégué de classe a organisé tout le monde, attribuant des tâches, et pendant un certain temps, les choses se sont améliorées. La classe a commencé à travailler ensemble et a même réussi à construire une petite base dans ce nouveau monde. Mais ça n'a pas duré. Après un certain temps, les filles en ont eu assez de tout le travail manuel et des autres corvées, et elles ont refusé de travailler davantage. Le délégué de classe a essayé de les raisonner, mais elles ne voulaient rien entendre. Voyant cela, plus de gens ont commencé à se relâcher, se disant qu'ils pouvaient laisser les intellos s'occuper de tout, puisque de toute façon, ils étaient meilleurs à ça. Peu importe à quel point la déléguée de classe a essayé, elle n'a pas réussi à les convaincre. Finalement, elle s'est effondrée, se demandant comment les choses avaient pu si mal tourner. À partir de ce moment-là, c'était la déléguée de classe, les intellos, et quelques autres qui faisaient tout le travail, tandis que les autres se prélassaient simplement autour du camp. Les intellos étaient frustrés, surtout puisqu'ils devaient encore combattre des monstres pour monter de niveau. Ils se souvenaient que certains des délinquants avaient acquis des compétences comme la fascination et la marionnette qui pouvaient contrôler les autres, et ils étaient déterminés à devenir assez forts pour ne pas tomber sous ce charme. Pendant ce temps, Tanaka avait donné aux délinquants tous les détails sur leurs compétences spéciales, y compris comment contrôler les autres. Les délinquants ont commencé à monter en niveau en secret la nuit en combattant des monstres. Ils pensaient qu'ils devaient d'abord monter en niveau pour débloquer leurs compétences de marionnettiste et de séduction. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les intellos les surveillaient de près tout le temps. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu parler du plan de harem des délinquants. Ce n'était pas difficile à comprendre non plus, car ces imbéciles étaient vraiment explicites sur ce qu'ils voulaient faire au Fayam en classe. Les intellos ont directement abordé la déléguée de classe, et elle a décidé qu'elle devait s'améliorer aussi, sans question. Quelques jours plus tard, les délinquants ont finalement acquis les compétences dont ils avaient besoin, et pensaient que leur rêve tordu allait se réaliser. Mais juste au moment où ils allaient agir, la déléguée de classe les a interrompus juste à temps. Ils ont essayé de devenir méchants et d'utiliser leurs nouvelles compétences sur elle, mais ces voyous étaient allongés par terre, incapables de bouger. Les geeks sont intervenus et ont utilisé leurs compétences de scellement pour verrouiller les capacités malhonnêtes des délinquants. Leur plan sournois complètement dévoilé, ils ont été expulsés du camp, mais ils ne l'ont pas pris à la légère. Peu de temps après, les délinquants ont riposté, lançant une attaque directe sur le camp. Ils ne se souciaient pas de qui était blessé, attaquant tout le monde sur leur chemin et brûlant tout le camp.
Après avoir tout saccagé, ils sont partis, disant à tout le monde qu'ils reviendraient pour plus. Les geeks ont été dévastés de voir tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur partir en fumée comme ça. Puis les filles se sont retournées contre les nerds, les accusant de tout le désordre. Elles ont affirmé que tout était parti en vrille parce que les nerds avaient décidé de se battre avec les délinquants. Les autres ont suivi aussi, suivant la foule comme un troupeau de moutons. Mais la déléguée de classe avait... Les intellos se sont fait reprocher, sachant bien qu'ils n'étaient pas responsables. Quelques autres étudiants sont restés avec les intellos, mais les choses devenaient beaucoup trop gênantes, alors les intellos ont décidé de quitter le camp. Après avoir entendu tout cela, Haruka se sent mal pour eux et leur dit qu'il va leur offrir un festin. Le problème, c'est qu'il n'a que des champignons à offrir. Ils s'assoient tous et mangent les champignons, et Haruka finit par passer toute la journée suivante avec eux, en se disant que c'est peut-être pas si mal de ne pas être seul de temps en temps. Le jour d'après, les intellos partent, et Haruka espère que leurs camarades de classe ne les poursuivront pas. Avant de partir, ils demandent une dernière fois s'il est sûr de ne pas vouloir les accompagner. Il se dirige vers la ville voisine pour devenir aventurier, et lui rappelle qu'il est plus proche de leur groupe que quiconque dans la classe, puisqu'ils partageaient souvent des livres. Haruka est d'accord avec ça, mais les refuse quand même, alors ils partent. Alors qu'il s'éloigne, il ne peut s'empêcher de penser qu'il aimerait voir la ville, mais ses compétences en malédiction ne feraient que les ralentir. Après cela, il décide de vérifier les autres, puisque les intellos s'inquiétaient pour le délégué de classe. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la forêt, il tombe sur un kobold. Le kobold mord son orgueil, mais après quelques efforts, Haruka le maîtrise et continue d'avancer. Quand la nuit tombe, il atteint l'endroit où ses camarades de classe étaient censés camper. Mais il n'y a personne autour, et il reste là, surpris et seul. Il commence à penser qu'ils ont peut-être déplacé le campement, alors il utilise ses compétences de traque d'ennemis et voit quelques empreintes lui montrant où ils sont allés. Il suit les traces à travers la rivière et tombe bientôt sur les filles. Il essaie de s'éclipser avant qu'elles ne le remarquent, mais c'est trop tard. Elles l'ont déjà vu, elles commencent à le poursuivre et il est sûr qu'elles vont gâcher sa vie de solitaire tranquille. Puis, de nulle part, elles lui demandent poliment de s'arrêter. La gentillesse le prend par surprise, alors il s'arrête. Il demande s'il sait où sont les nerds, disant qu'il est proche d'eux. Haruka est confus, se demandant pourquoi il s'en soucie, pensant qu'ils veulent probablement juste que les nerds fassent plus de corvées pour eux. Mais les filles le surprennent quand elles disent qu'elles veulent juste s'excuser. Haruka reste sans voix. Il continue, disant qu'ils se sont rendus compte à quel point ils avaient tort, et que sans les nerds, ils ne seraient pas arrivés aussi loin. Haruka se sent mal à l'aise de voir ses filles égoïstes s'excuser si sérieusement. Il leur dit qu'il est trop tard pour rattraper les nerds maintenant. Il le presse toujours de leur dire où sont passés les nerds. Haruka se demande s'ils peuvent même sortir de la forêt par eux-mêmes, ou s'ils sont prêts à combattre les monstres qu'ils pourraient rencontrer en chemin. Il doute qu'ils soient sérieux à propos des excuses, pensant qu'ils vont être un fardeau pour les nerds sans réelle détermination. Puis les filles commencent à pleurer, disant qu'elles veulent vraiment juste arranger les choses. Il le supplie de leur apprendre à survivre dans ce monde et à trouver les nerds. Le talent de servitude de Haruka s'active sans même qu'il s'en rende compte et il accepte de les aider. Ensuite, les trois filles deviennent ses esclaves et commencent à le suivre pendant qu'il se déplace dans la forêt. Mais l'ambiance générale est étrange. Les filles répondent à peine quand Haruka leur parle. Ils commencent à se demander quel genre de compétence est la servitude et pourquoi cela semble si étrange. Cela le met mal à l'aise de voir comment elle l'aide à combattre les monstres, en lui présentant les pierres magiques comme si elle ramassait des bâtons ou quelque chose comme ça. Haruka remarque que la chef du groupe est blessée, alors il lui donne une potion. Au lieu de l'utiliser, elle l'éclabousse avec. Se sentant déprimé, il pense que ce serait une mauvaise image si la déléguée de classe le voyait comme ça. Il commence à stresser sur la façon dont il peut briser le sort de servitude et libérer les filles. Et puis, comme par hasard, la représentante de la classe se montre. Elle essaie de lui parler, mais il est trop absorbé par la manière de briser le sort de servitude. Elle doit lui crier dans l'oreille pour le sortir de ses pensées. Pendant ce temps, nous passons aux voyous qui complotent toujours leur plan tordu avec les filles. Ils se préparent à éliminer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin en premier. Haruka commence à se demander pourquoi le délégué de classe traîne dans les parages et lui demande de l'appeler par son prénom puisqu'ils se connaissent depuis un moment. Puis les filles qui étaient avec le délégué de classe arrivent aussi, mentionnant qu'il allait un peu trop vite. Ils sont tous épuisés et Haruka remarque que ce sont toutes les filles de sa classe, réalisant que ce sont seulement elles ensemble pour le moment. La déléguée de classe regarde Shimazaki, la chef du groupe, et se demande ce qui se passe avec elle et les autres parce qu'elles semblent agir un peu bizarrement. Hawika est coincée en essayant de comprendre comment expliquer la situation et espère que quelqu'un d'autre le renseignera d'abord. Ensuite, Haruka lui fait savoir que les filles le servent,
Mais le délégué de classe mentionne que cette compétence est censée être utilisée sur les monstres. Haruka explique qu'elle s'est déclenchée toute seule et qu'il ne sait pas comment elle fonctionne. Les filles, cependant, lui lancent des regards en coin, et c'est suffisant pour lui donner la chair de poule. Il essaie de s'éclipser, mais les filles le bloquent, et le délégué de classe est confus quant à pourquoi il essaie de partir. Haruka est frustrée. La déléguée de classe vérifie Shimazaki, la secouant jusqu'à ce qu'elle revienne à elle et dise qu'elle va bien. La déléguée est soulagée de la voir redevenue normale. Elle dit qu'il ne sert à rien de demander à Haruka ce qui s'est passé, alors elle va demander à Shimazaki à la place. Alors qu'elle la questionne, Haruka tente encore de s'éclipser, mais le délégué de classe lui dit de rester tranquille. Ennuyé et agité, Haruka pense qu'il passera le temps en élargissant sa base. Utilisant ses compétences, il essaie de faire un sous-sol, mais il y met trop de magie et finit par creuser profondément dans le sol. Haruka est déconcerté par ce qui vient de se passer, et le représentant de classe lui dit « Je t'avais dit de rester en place ». Il explique qu'il essayait juste de combattre l'ennui et elle l'aide à sortir. Elle mentionne également que Shimazaki lui a tout dit, confirmant qu'Haruka les aidait. Haruka pense pour lui-même « Je n'ai jamais dit ça », mais les filles le remercient de toute façon. Haruka ne s'en soucie pas vraiment et se demande s'il peut partir maintenant. Les filles lui rappellent qu'il est censé les aider. Le délégué de classe, confus, demande ce qu'il entend par maison et questionne s'il est né dans ce monde. Il répond en disant qu'il a construit une maison parce qu'il avait du temps libre. Mais le délégué de classe est sûr que les maisons ne sont pas le genre de choses que l'on construit juste parce qu'on s'ennuie. Les autres filles sont carrément jalouses lorsqu'elles entendent que Haruka a un endroit à lui. Ils se regroupent pour une réunion afin de déterminer la suite des événements, laissant Haruka dehors à attendre. Pendant la discussion, le représentant de la classe appelle Haruka, lui demandant combien de personnes pourraient tenir chez lui. Haruka dit nonchalamment que son chez lui pourrait accueillir environ 240 personnes. Il ajoute que s'il vide les meubles, inclus la salle de bain, la cuisine et les toilettes, il pourrait probablement en caser encore plus. Le délégué de classe est un peu jaloux qu'il ait le luxe d'avoir un bain et une cuisine, ayant l'impression qu'Haruka vit à un niveau complètement différent pendant qu'il galère à peine. Les filles poussent alors le délégué de classe à demander quelque chose à Haruka. Gênée, elle finit par poser la question, pourrait-elle squatter chez lui pour une journée? Haruka est stupéfait, ne s'attendant pas à ce que les filles de sa classe veuillent passer la nuit chez lui. Son esprit dérive instantanément vers des pensées lubriques, imaginant des choses qu'il ne devrait probablement pas. Il plaisante en disant que les filles de nos jours sont déchaînées, et la déléguée de classe réplique en lui disant que ce sont ses pensées qui sont scandaleuses. Haruka s'est soudainement transformé en hot dog. Ensuite, il mène l'équipe chez lui. Après une petite randonnée, ils arrivent enfin. Les filles sont épuisées par la longue marche et Haruka les accueille à l'intérieur. Elles sont super excitées de voir sa maison et elles ne peuvent pas croire qu'il ait construit quelque chose d'aussi impressionnant. Haruka essaie de leur faire visiter, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, les filles se déshabillent déjà, se précipitant dans le bain. Haruka est surpris de les regarder se baigner, et il se demande si elles ont perdu toute leur honte après avoir été si longtemps dans la nature. Pendant ce temps, les filles profitent du bain, et quand elles ont terminé, elles se sentent rafraîchies. Haruka, quant à lui, est de retour dans sa tête, plongeant à nouveau dans des fantasmes inappropriés. Soudain, le délégué de classe apparaît, le tirant de là, et elle le remercie de veiller sur eux. Elle explique qu'une fois que les intellos sont partis, les garçons ont aussi lâché les filles, et cela a laissé tout le monde dans une situation compliquée. Mais grâce à Haruka, les filles sont maintenant plus calmes, et elles se sentent beaucoup mieux, surtout avec les chambres, la nourriture et les bains. Elle se sent déprimée, disant qu'elle n'a pas pu aider beaucoup, même si elle est la représentante de la classe. Haruka intervient, lui disant que ce n'est pas vrai, elle a soutenu les filles tout ce temps, même aujourd'hui. La déléguée de classe devient émotive, presque en larmes, se sentant comme si elle n'avait pas fait autant que les intellos. Mais Haruka la réconforte, lui rappelant qu'elle ne devrait pas se comparer à ces gars-là. Ils se préparent à être convoqués dans un monde comme celui-ci depuis le premier jour. Haruka dit à la déléguée de classe que ce serait bien plus bizarre si elle pouvait faire ce que ces intellos font. Il la met en garde contre le fait de les utiliser comme guide, disant que ce sont eux les étranges, pas elle. Cela rend le délégué de classe beaucoup mieux. Dans la scène suivante, les filles sont assommées, dormant paisiblement dans le berceau de Haruka. Pendant ce temps, de l'autre côté, Haruka se retourne, luttant pour dormir, son esprit tourbillonnant avec toutes sortes de pensées tordues. Le lendemain matin, une des filles réveille Haruka, lui disant que le petit déjeuner est prêt. Haruka, encore groggy, se demande ce qui se passe. En essayant de se lever, il demande encore 30 minutes de sommeil. Mais au lieu de le laisser se reposer, la fille monte sur lui, demandant s'il compte se lever du tout. Haruka est troublé par sa proximité, alors il change rapidement de sujet, demandant ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Elle dit que c'est du poisson grillé et des champignons, et Haruka est tellement excité qu'il lui donne accidentellement un coup de tête dans le processus. Ensuite, nous le voyons grignoter le poisson, les larmes aux yeux, parce que cela faisait une éternité qu'il n'en avait pas mangé. Les filles pensent qu'il en fait trop, et lui disent qu'elles ont vécu près d'une rivière, donc attraper du poisson n'est pas un problème. Haruka dit qu'il le sait, mais qu'il est resté à regarder les poissons tout ce temps, car il ne sait pas comment les attraper. Chaque fois qu'il a essayé, il lui échappait des mains.
Curieux, ils demandent s'ils ont un moyen de les attraper. La scène passe ensuite à une des filles utilisant la magie de la foudre pour électrocuter les poissons dans la rivière. Haruka réalise que c'est ainsi qu'elles ont procédé et lui demande de lui montrer à nouveau. Elle lui dit de se concentrer cette fois, et lorsqu'elle commence son sort de foudre, Haruka utilise sa compétence d'emballage pour l'attraper. Il projette la magie dans l'eau, électrocutant lui-même les poissons. Dans le processus, il apprend la magie de la foudre, et la fille est confuse quant à ce qui est arrivé à son sort. Le délégué de classe demande à Haruka ce qui se passe, et il explique qu'il a appris la magie de la foudre grâce à son talent d'emballage, disant que cela pourrait être une sorte de synergie entre ses compétences d'emballage et maître de rien. Le délégué de classe dit que c'est plutôt fou s'il peut choper un truc magique comme ça, mais Haruka s'en moque, disant que ce n'est pas si important que ça. Il n'a que les compétences restantes puisque toutes les autres bonnes ont été raflées par tout le monde. Ensuite, les filles s'éclaboussent dans l'eau. Haruka demande à la déléguée de classe si elle a réfléchi à leur prochaine étape. Elle dit qu'elle pense se rendre dans la ville la plus proche, et c'est à ce moment-là que Haruka se souvient que les filles sont toujours à la recherche de ces Intellos. Les filles répondent vivement, disant qu'elles ne chassent personne, mais la déléguée de classe admet qu'elles doivent probablement monter de niveau un peu avant de quitter la forêt. Haruka est d'accord, disant qu'ils devront augmenter leur niveau s'ils prévoient vraiment d'affronter ces intellos. Les filles deviennent encore plus animées, insistant sur le fait qu'elles ne sont pas là pour chercher une bagarre. Haruka propose de les aider à monter de niveau, et peu après, il crie tout leur niveau, et Haruka découvre qu'ils sont quelque part entre 16 et plus de 20. Il est un peu déçu, réalisant qu'il est encore coincé au niveau 7. Les filles, ennuyées, lui disent de se dépêcher et de commencer déjà. C'est à ce moment-là que Haruka repère 3 kobolds cachés à proximité. Il les révèle et dit qu'ils vont commencer par combattre ces gars. Le niveau le plus élevé des kobolds est 9, et les filles pensent qu'elles ont ça dans la poche, mais elles finissent par perdre lamentablement. Voyant cela, Haruka pense qu'ils sont nuls, et les filles commencent à trouver des excuses pour expliquer pourquoi elles ont perdu. Plus tard, ils se rassemblent tous dans la tente de Haruka pour discuter du combat. Il leur dit que ce n'est pas parce que sa tente peut s'étendre que c'est leur nouveau lieu de réunion. Ils le repoussent et lui disent de s'asseoir tranquillement, alors ils s'affaissent simplement dans le coin. Après la réunion, les filles se motivent, jurant de ne plus perdre, et se préparent pour une revanche avec les kobolds. Haruka pense que c'est cool qu'elles soient motivées, mais il ne sait pas si elles sont vraiment prêtes pour le deuxième round. Juste à ce moment-là, la même fille que plus tôt s'approche de Haruka, s'excusant de l'avoir testée auparavant. Elle explique qu'elle avait des problèmes de confiance parce que certains garçons de sa classe ont essayé de l'agresser et cela l'a traumatisée. Elle pensait qu'il pourrait lui faire la même chose. Haruka est choqué, il ne peut pas croire que les filles ont dû faire face à quelque chose d'aussi grave. La fille dit qu'il n'est pas comme ces autres gars-là. Il leur a donné de la nourriture, un endroit où rester, et leur a même appris à se battre. Elle ajoute qu'elle le réveillera demain aussi, et Haruka décide de la surnommer la fille poisson. Le lendemain matin, pendant que Haruka savoure son poisson, il remarque que les filles se préparent pour leur revanche contre les kobolds. Mais la déléguée de classe les arrête, disant qu'elles ont besoin de plus d'entraînement d'abord. Elle les fait combattre des gobelins pour s'échauffer. Une fois cela fait, les filles se dirigent vers leur revanche avec les kobolds. Haruka espère qu'elles iront bien, mais elle remarque que toutes les filles ne sont pas enthousiastes. Certaines font la sieste et d'autres font semblant d'être malades. Mais ceux qui étaient prêts à se battre réussissent à s'en sortir, travaillant ensemble en équipe et battant les kobolds. Ils sont tous excités que l'entraînement ait porté ses fruits et le délégué de classe les félicite pour leur victoire. Haruka admet qu'ils l'ont inquiété pendant un moment, mais il est content qu'ils aient gagné. Il pense qu'il peut enfin retourner à sa vie de solitaire maintenant. La déléguée de classe le remercie pour toute l'aide et elle mentionne qu'ils sont prêts à aller en ville avec lui. Haruka est surpris, pensant « Je n'ai jamais dit ça », mais la déléguée de classe insiste qu'il vient, pas de discussion. Il n'a pas le choix que de suivre le mouvement. Plus tard, ils terminent de faire leur bagage pour le voyage en ville. La déléguée de classe vérifie s'ils ont emballé les champignons, et quand elle voit qu'ils l'ont fait, Haruka essaie d'en fourrer encore plus dans le sac. Une fois qu'ils ont tout vérifié, ils se dirigent tous ensemble vers la ville. Pendant ce temps, on passe à une scène différente. Un gars court, clairement terrifié, et il trébuche. La personne qui le poursuit le rattrape et le plaque au sol. Le gars implore la pitié en disant qu'il n'a pas la compétence que l'homme recherche. Mais l'homme s'en moque. Il étrangle le gars jusqu'à ce qu'il soit mort, froid comme la glace. Haruka roule à travers les bois avec les filles, gardant un œil, car il sait qu'il doit les protéger des fauteurs de troubles qui rôdent. Soudain, il tombe sur un orque. Haruka dit aux filles de bien regarder et de prendre des notes pendant qu'il s'en occupe. Il fonce vers l'orque, esquivant son coup sauvage, et il ne peut s'empêcher de rire à la lenteur de ses mouvements. Il se souvient des intellos disant que les orques ont une défense physique solide, alors il devra le vaincre avec de la magie. Il vérifie ses compétences, voit qu'il a cette nouvelle capacité de grande magie qui lui permet de combiner les 4 éléments, un truc qu'il a appris grâce à son talent de préparation.
La prochaine chose qu'il sait, l'orque charge à nouveau, mais il glisse derrière lui et lui donne un bon coup avec son bâton, l'assommant d'un seul coup. Haruka est surpris, pensant que ses attaques physiques ne fonctionneraient pas sur un orque. Les filles le regardent avec admiration et il se dit qu'il ferait mieux d'utiliser la magie sur le suivant pour que cela soit éducatif. Il lance une boule de feu sur l'orque suivant, mais encore une fois, il est mis hors de combat d'un coup. Les filles restent sans voix, se plaignant qu'elles ne peuvent rien apprendre en le regardant puisqu'il est bien trop puissant. Plus tard dans la soirée, il cuisine la viande d'orque et Haruka installe quelques pièges avec sa magie de la terre. Il ouvre sa carte pour planifier l'itinéraire du lendemain, mais sa compétence de perception se déclenche, l'alertant de l'approche de quelques personnes. Il est prêt à affronter à nouveau les délinquants, mais cette fois, ce n'est que les sportifs. Haruka se demande ce qu'ils font ici à suivre les filles comme des harceleurs. Il s'avère qu'ils le cherchaient. Il demande pourquoi ils sont cachés des filles, et ils disent qu'ils ne peuvent faire confiance à personne parce qu'il y a quelqu'un là-bas avec une compétence encore plus effrayante que celle de marionnettiste ou de charme. Haruka pense qu'il parle de la compétence de détournement, mais demande ensuite s'il s'inquiète qu'il puisse être celui qu'il a. Ils répondent qu'il serait en fait soulagé s'il l'avait, vu qu'il aime être un solitaire de toute façon. Les sportifs décident qu'ils vont le lendemain, tout le monde est prêt et le délégué de classe prend Haruka à part en disant qu'elle l'a vu avec les sportifs. Haruka mentionne leur plan d'excuses, mais ensuite elle change de sujet et s'excuse auprès de lui, avouant qu'elle est celle qui a la compétence de détournement. Haruka lui dit qu'il savait déjà que c'était évident. Elle est surprise et demande pourquoi il l'aiderait s'il n'avait pas peur, révélant que la compétence de détournement lui permet de voler les pouvoirs de quelqu'un en lui prenant la vie. Haruka ne bronche pas en disant qu'il n'y a aucune raison de la craindre. Il mentionne que lorsque les intellos ont verrouillé les pouvoirs des délinquants, ils ont laissé les siens intacts parce qu'ils lui faisaient confiance. Il dit qu'il ressent la même chose. Elle est en larmes et quand il demande, elle l'appelle en disant qu'il a fait tellement pour elle. Après que le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt, il s'arrête pour une pause et Haruka commence à vendre du jus. Les filles sont choquées qu'il fasse payer et l'une d'elles propose de le payer autrement, mais le délégué de classe s'emporte, le réprimande jusqu'à ce qu'il ferme son stand. En continuant, Haruka aperçoit une rivière plus loin et dit au délégué de s'occuper du groupe pendant qu'il explore seul. Elle veut accompagner, mais il est déjà parti. Il active sa compétence de rap pour renforcer son corps et utilise la magie du poids pour se rendre plus léger, se sentant presque en train de voler avec toutes ses compétences empilées. S'élevant haut dans le ciel, il est époustouflé par la vue jusqu'à ce qu'il commence à tomber, s'écrase et manque de peu de perdre tous ses points de vie. Quand il revient au groupe, la déléguée de classe n'en croit pas ses yeux, en voyant dans quel état il est après l'exploration. Il lui raconte sa chute, en ajoutant qu'il a cueilli des baies pour plus de jus, mais la déléguée est indifférente, tandis que la fille du jus s'illumine. Le lendemain, grâce à l'exploration de Haruka, l'équipage fait un voyage sans encombre et sort enfin de la forêt. Les filles examinent la scène quand Haruka remarque qu'il a acquis une nouvelle compétence, la marche dans les airs. Il l'essaie et découvre qu'il peut désormais marcher dans le ciel. Le délégué de classe s'inquiète pour lui, mais il vole déjà haut, scrutant la zone d'en haut, quand il repère un groupe attaqué par des monstres. La déléguée de classe insiste pour qu'ils aident, mais Haruka est prudent, pensant que ces gens pourraient être des bandits et il ne veut pas prendre le risque. La déléguée de classe n'est pas d'accord, elle le saisit, disant qu'ils doivent aider de toute façon, donc il est d'accord pour y aller. Sachant qu'il ne peut pas y arriver en courant, Haruka essaie quelque chose de différent. Il combine ses compétences en rap avec la magie du poids pour devenir plus léger, puis utilise la grande magie pour créer du vent et prendre son envol. Mais le vent emporte le délégué de classe avec lui, et alors qu'il s'envole avec sa marche aérienne, il réalise qu'elle s'accroche à lui pour sa vie. Elle lui crie d'être prudent, mais il ne peut pas s'arrêter à temps, alors il percute le groupe de plein fouet. Il s'avère qu'il a anéanti tous les monstres, et le chef de l'équipe le remercie en se présentant comme Ofuta. Haruka se demande pourquoi ils ont été attaqués, alors Ofuta explique qu'ils étaient en mission de guilde qui était bien plus difficile qu'ils ne l'avaient pensé. Pendant ce temps, la déléguée de classe est toujours inconsciente, et en attendant le reste des filles, Haruka propose à l'équipe quelques champignons qu'il a sur lui. Ofuta les reconnaît comme des endurance caps, choqué que Haruka partage quelque chose d'aussi rare. La santé du groupe est rapidement restaurée, et bientôt les autres filles les rejoignent. Le groupe les conduit toutes à la ville d'Omi, et les filles sont ravies d'arriver enfin. Pendant ce temps, les délinquants ont monté de niveau et décident qu'il est temps de faire leur mouvement sur les filles. L'un des gars qu'ils ont capturés suggère de libérer leurs compétences, alors ils décident de s'en prendre aux nerds en premier. Mais on attrape le gars capturé en train de sourire, et les sportifs sentent que les choses vont devenir compliquées. Haruka et les filles commencent à se promener en ville, mais il se sent décalé et pense à retourner dans sa grotte. Les filles se séparent, mais la déléguée de classe siffle, rappelant tout le monde et leur disant qu'ils doivent aller au guilde des aventuriers pour s'inscrire et vendre ce qu'ils ont collecté. Quand ils arrivent, ils sont tous un peu effrayés par les aventuriers qui traînent, et ils entendent sans cesse que le patron veut parler à Haruka. Alors ils montent à l'étage et rencontrent ce patron intense,
qui commence à le remercier d'avoir sauvé l'équipage d'Ofuta. Ensuite, Haruka repère où il peut vendre ses cristaux magiques, alors il les sort, et la mâchoire de la vendeuse tombe presque en voyant combien il en a. Elle lui dit de revenir le lendemain. Les filles lui disent qu'elles se sont toutes inscrites comme aventurières, et Ofuta mentionne qu'elles sont toutes autour du niveau 30. Haruka se prépare à s'inscrire aussi, mais lorsque la réceptionniste vérifie ses statistiques, elle lui annonce qu'il ne qualifie même pas, il n'est même pas niveau 10. Il lui demande de faire une exception, mais elle explique que comme aventurier solo, il doit atteindre le niveau 20 juste pour être considéré comme débutant. Il est vraiment abattu, pensant qu'il n'a pas d'autre choix. Plus tard dans la soirée, il se dirige vers une auberge et Haruka est surprise par l'ambiance, se demandant si c'est un hôtel d'amour. Il s'avère que c'est assez classique et il pense à retourner dans les bois. Le jour suivant, Haruka pense que les fiches devraient être en sécurité maintenant, alors il prévoit de partir après avoir encaissé ses cristaux. Mais quand il arrive à la guilde, le greffier lui remet tout l'argent qu'ils ont, disant qu'ils n'ont pas assez pour tout couvrir. Alors le patron demande s'ils peuvent payer le reste par versement. Ils lui remettent 8 millions et il a l'impression d'être à l'abri pour la vie. Son pote, Godak, propose de l'emmener quelque part de spécial et Haruka commence à rêvasser de rencontrer des filles mignonnes. Alors Godak l'emmène plutôt dans une boutique d'armes, disant qu'elle a des équipements rares tout droit sortis du donjon. Il se porte garant du propriétaire même si le type a l'air un peu louche. Haruka commence à essayer différents objets, mais il y a ce collier qui attire vraiment son attention. Il est écrit Fit Set dans la description, tout comme son propre équipement. Alors il demande au propriétaire ce que cela signifie. Le propriétaire explique que Fit Set consiste à combiner les effets de 7 objets pour qu'ils fonctionnent ensemble en même temps. Haruka est enthousiaste, imaginant tous les power-ups qu'il pourrait ajouter à son équipement. Mais à ce moment-là, la déléguée de classe intervient, le réprimandant et disant qu'il est temps d'aller se coucher. Juste à ce moment-là, la liane qu'il tient s'active, le faisant renverser tous les autres objets qui finissent par se fusionner d'une manière ou d'une autre. Le propriétaire est furieux, lui disant que l'installation valait bien 10 millions, et Godak essaie de négocier à 8 millions. Le lendemain, Haruka est déjà fauché et commence à penser à obtenir plus de cristaux, mais il se souvient que les étrangers ne peuvent pas quitter la ville sans être des aventuriers officiels avec un permis. Voulant retourner dans la forêt, il utilise sa cape d'invisibilité, nouvellement fusionnée pour passer juste devant la déléguée de classe. Il se précipite vers le mur, pensant pouvoir le sauter, mais il entend les filles l'appeler et il s'y cogne. Il s'avère que ce sont les filles du volleyball. Il regarde autour, se demandant où est leur quatrième. Alors, il utilise sa compétence de perception et repère Juice Girl en train de se déshabiller à nouveau. Il se précipite vers elle, mais Haruka sait que son plan d'évasion est complètement fichu. Le lendemain, les filles partent pour leur première quête, et Haruka demande à les accompagner, mais la déléguée de classe n'a plus aucune confiance en lui après sa tentative d'évasion. Une fois qu'elles sont parties, il se faufile à travers la porte avec sa cape d'invisibilité. Haruka est excité d'être enfin dehors, mais alors qu'il court, il aperçoit un groupe de gobelins. Il se dit qu'ils ne valent pas son temps, alors il continue. Puis, il tombe sur ce village détruit et décide de passer son chemin aussi. Mais ensuite, il tombe sur des bandits attaquant une calèche. Il pense intervenir avec son nouveau bâton, mais finit par vouloir ignorer cela aussi. Les bandits ne le laissent pas passer, ils ne sont pas d'accord pour laisser un témoin. Alors Aka les enflamme avec des balles de feu et il est discrètement impressionné par la puissance de son bâton maintenant, réalisant que c'était la vigne qui a transformé son bâton en ce puissant bâton. Les bandits pensent qu'il n'est qu'un utilisateur de magie faible, alors ils essaient de le charger, mais il les arrête. Ils commencent à sortir toutes sortes de mouvements d'armes qu'il sait être des compétences que l'on obtient seulement au niveau 20, mais ils les esquivent tous avec aisance. Un par un, ils s'épuisent et finissent par s'évanouir d'eux-mêmes. C'est alors qu'une noble fille nommée Marial arrive, remerciant Haruka d'avoir géré les bandits. Mais ensuite, elle dit « Devrais-je même te remercier, bien que les bandits se soient un peu battus eux-mêmes et que tu m'aies presque laissé tomber ?» Elle lui dit qu'elle est la fille d'un seigneur et lui demande s'il va rester pour le reste de son voyage. Haruka pense qu'il devrait vraiment retourner dans la forêt, mais quand elle promet de le rembourser, il accepte d'aider. Elle lui demande d'où il vient, mais il ne se souvient pas du nom de la ville et l'appelle simplement Shabi. Puis, Marial mentionne que son père est le seigneur de cet endroit. Alors, il réalise qu'il retourne à Home City et essaie de s'éclipser. Mais elle insiste pour l'emmener avec elle pour le récompenser. Donc son plan d'évasion échoue à nouveau. Pendant ce temps, nous passons aux sportifs qui affrontent des délinquants. Juste au moment où les délinquants sont sur le point de frapper, leur chef se fait poignarder par derrière. Les sportifs et les fauteurs de troubles sont complètement stupéfaits par ce qui se passe. Mais quand le reste des délinquants essaie de se venger de leurs camarades, le premier qui s'avance se fait poignarder aussi. Les deux derniers pensent qu'ils ont une chance s'ils attaquent à deux, mais cet assaillant mystérieux les met quand même à terre sans effort. En voyant tout cela, les gars de la gym réalisent qu'ils sont complètement dépassés, alors ils prennent la fuite. Mais l'assaillant est bien trop rapide, ils font à peine quelques pas avant qu'il ne soit devant eux, s'approchant avec un regard mortel dans les yeux.
Pendant ce temps, Haruka est de retour en ville grâce à Marial, bien qu'il n'était pas du tout partant. Il a seulement accepté parce qu'elle a commencé à pleurer, alors il a pensé être gentil et l'accompagner. Une fois arrivé chez le seigneur, Marial s'éloigne un moment. Alors Haruka jette un coup d'œil autour, la maison est belle et tout, mais ça n'a rien à voir avec lui, alors il se dirige vers la porte pour partir. Avant qu'il ne puisse sortir, Mariel réapparaît, furieuse qu'il essaie de partir alors qu'elle lui avait demandé de l'attendre pendant qu'elle se changeait. Elle est toute excitée, lui disant de patienter un peu plus longtemps car elle a prévu quelque chose de spécial pour le remercier. Haruka n'a pas envie d'attendre, mais elle insiste tellement qu'il reste. Au début, Haruka hésite encore à rester, mais quand Mariel révèle ce grand festin qu'elle a préparé pour lui, son humeur change complètement. Mariel a organisé ce repas pour lui montrer sa gratitude, mais elle est un peu agacée quand Haruka l'ignore complètement pendant qu'il se régale. Alors qu'il se régale, Mariel appelle une servante pour apporter le reste de sa récompense. Ils lui remettent une bourse d'argent et il hoche la tête mais ne semble pas très enthousiaste. En prime, Mariel a remarqué qu'il n'était pas enregistré auprès de la ville, alors elle a pris le temps de lui obtenir une carte d'identité personnalisée qui lui permet d'entrer et de sortir de la ville quand il le souhaite. C'est un beau geste et tout, mais Haruka est déjà ailleurs, concentrée sur le dessert qu'ils ont apporté, ne remarquant presque rien d'autre. Mariel a continué à crier sur cet idiot toute la nuit et n'a pas arrêté jusqu'au lever du soleil. Ensuite, le délégué de classe et les filles commencent à cuisiner Haruka, voulant tout savoir sur ce qui s'est passé la nuit précédente. Haruka reste simple, disant qu'il a juste été convoqué au manoir du seigneur local. La déléguée de classe peut dire qu'il ne ment pas, mais elle est toujours perplexe quant à la raison pour laquelle le seigneur voudrait voir Haruka. Haruka décide de rester discret, évitant les détails sur sa rencontre avec Mariel lors de sa tentative d'évasion ratée. Finalement, les filles laissent tomber et se préparent pour une mission. Avant de partir, la déléguée de classe dit à Haruka qu'il ferait mieux de rester en ville, et cette fois, il semble étrangement détendu à ce sujet. Le truc, c'est qu'il fait le gentil juste parce qu'il sait qu'une fois qu'ils seront partis, rien ne l'arrêtera. Avec son ID personnalisé, il peut quitter la ville quand il veut maintenant, mais avant de partir, il a quelques affaires à régler. D'abord, il dépense de l'argent pour du nouvel équipement, mange toute la bonne nourriture qu'il peut trouver, puis commence à écrire une note pour le délégué de classe. Il griffonne qu'il retourne dans la forêt pour vérifier les gars de la gym, pas qu'il ait l'intention de revenir de sitôt, mais il se sent un peu mal pour ses accros de la musculation. Une fois prêt, il montre son ID à la porte et il le laisse pour passer sans problème. Cette fois, il ne se laisse pas distraire par des quêtes secondaires aléatoires. Bientôt, il est de retour dans les bois, soulagé de voir que tout est resté comme il l'avait laissé. Il est impatient de retourner chez lui, mais il ne fait pas très attention, donc il ne remarque pas un orc qui s'approche pour l'attaquer. Heureusement pour lui, ses statistiques sont bien trop élevées pour qu'un orc puisse le gérer, alors il le fait tomber d'un seul coup de son bâton. Mais il trouve étrange qu'un orc traîne ici, car ils sont habituellement beaucoup plus loin dans les bois. Et ce n'est pas la seule chose étrange. Il tombe sur une traînée de sang frais à proximité, humain à en juger par l'apparence. Haruka sait que ce sang ne peut pas venir des nerds. Ces gars-là sont trop forts pour être abattus par quoi que ce soit ici, donc il pense que ça doit venir de l'un des mecs de la salle de sport. Il commence à suivre la trace de sang et finit par trouver les gym bros allongés, tout amochés et ensanglantés sous un arbre. Au début, il pense qu'ils sont fichus, mais en s'approchant, il voit qu'ils respirent encore, alors il utilise toutes les potions de guérison qu'il a sur eux jusqu'à ce qu'ils reprennent enfin connaissance. Les gym bros commencent à expliquer ce qui s'est passé. Et bien que Haruka ait pensé qu'ils avaient été attaqués par les délinquants, il est stupéfait quand ils lui disent que tous les délinquants sont en fait morts. Haruka demande si les nerds ont été touchés aussi, mais les gars ne sont pas sûrs. Cela ne semble pas probable cependant puisque les nerds ont quitté la forêt il y a un moment. Ils peuvent dire que Haruka prévoit de poursuivre celui qui a fait ça, alors ils le préviennent. Tanaka est devenu incroyablement fort maintenant, si fort qu'ils ont à peine tenu quelques secondes contre lui. Et en plus de ça, il a volé toutes leurs armes de haut niveau, le rendant encore plus dangereux. Ils pensent qu'il prépare ça depuis que la classe a été projetée dans ce monde. Et maintenant, ils ne savent pas si quelqu'un peut l'arrêter, mais ils sont presque sûrs de savoir qui est sa prochaine cible. Parmi tous ceux qui restent, ce sera probablement la déléguée de classe parce qu'elle a la compétence de détournement. Haruka comprend pourquoi Tanaka voudrait s'en prendre à elle pour ça. Mais voilà, seule la déléguée de classe, les nerds et Haruka savaient qu'elle avait cette compétence. Donc ils se demandent comment Tanaka l'a découvert. Les gars de la gym l'ont compris parce que Tanaka n'arrêtait pas de les cuisiner pour savoir où se trouvait la déléguée de classe. Il ne voulait pas chercher la déléguée de classe et risquer de mener Tanaka jusqu'à elle. Alors, ils se sont traînés près de chez Haruka, espérant qu'ils les trouveraient avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont sûrs qu'avec Haruka de leur côté, ils pourraient avoir une chance s'ils affrontent tous Tanaka ensemble. Mais Haruka n'est pas sûr de vouloir se mêler de tout ça. Se retrouver mêlé à une bataille comme celle-ci n'était pas du tout son plan. Il essayait d'éviter les quêtes secondaires, mais puisque le délégué de classe est pris pour cible, il doit intervenir et y mettre fin.
Cependant, il fait comprendre aux sportifs que ce combat est le sien, il le gère en solo. Les sportifs ont essayé de le convaincre de ne pas y aller seul, car c'est extrêmement risqué. Mais quand il voit cette détermination dans ses yeux, il réalise qu'il est vraiment sérieux, alors il recule et le laisse faire. Haruka leur dit de se rendre en ville et de retrouver le reste des filles. De plus, il devrait vraiment s'excuser auprès de la déléguée de classe pour avoir abandonné le groupe plus tôt. Alors que les sportifs s'en vont, Haruka pense que les avoir dans le combat aurait pu être une bonne idée, mais il ne peut pas risquer de les faire entrer tous ensemble. Si Tanaka les domine, alors personne ne sera là pour avertir les filles. La meilleure stratégie était qu'il s'en charge seul et qu'il soit prêt lorsqu'il affrontera enfin Tanaka. De retour au village, la déléguée de classe est très inquiète après avoir réalisé que Haruka a quitté la ville. Les autres filles essaient de la calmer, disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter à propos de Haruka, qui reviendra certainement. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Haruka planifie sa stratégie contre Tanaka, parce que les sportifs l'ont averti que Tanaka a des compétences en armes incroyablement puissantes. Même les compétences en armes de ces bandits sans nom sont effrayantes. Mais Haruka a appris quelque chose d'important en les affrontant. Une fois qu'une animation de compétences d'armes commence, elle ne peut pas être annulée. Donc si Tanaka essaie d'utiliser une compétence d'arme sur lui, il doit être prêt à tirer parti de cette faiblesse. Pour y arriver, il doit acquérir une nouvelle compétence, ce qui signifie monter de niveau. Juste à ce moment-là, il aperçoit un groupe de gobelins attirés par le sang des sportifs, et ces gars-là sont de niveau assez élevé, alors il les élimine pour gagner de l'expérience. Pourtant, peu importe ses efforts, il n'arrive pas à monter de niveau. Il souhaite pouvoir affronter quelque chose de plus coriace pour augmenter ses points d'expérience. Et juste au moment où il le dit, un roi gobelin apparaît. Sans hésitation, Haruka est prêt à l'abattre. Ce roi gobelin n'est pas une plaisanterie, il est fort et rapide aussi, avec des attaques qui arrivent rapidement. Haruka parvient à peine à esquiver à la dernière seconde. Un coup de cette chose pourrait être la fin du jeu. Il ne peut même pas penser à riposter sans se faire toucher lui-même, alors il doit changer de stratégie et imaginer un nouveau mouvement. Il sort sa compétence de téléportation, mélange un tas d'autres compétences et les transforme en une toute nouvelle. Avec cette nouvelle compétence, il passe juste à côté du roi gobelin et le fait tomber en un instant. Il est excité, content que son mélange de compétences ait si bien fonctionné. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, il ressent cette présence inquiétante et lourde derrière lui. Alors il recule, se préparant pour le prochain combat. Ce nouveau monstre, un empereur gobelin, est au niveau 50. Pendant ce temps, Haruka n'est qu'au niveau 9. Il sait que combattre cette chose de front ne va pas marcher. Sa seule option est de réessayer cette nouvelle compétence combo. Il l'active et fonce droit sur l'empereur gobelin. Dès qu'il est proche, il l'attaque, mais ses compétences spéciales ne l'égratignent même pas. L'empereur gobelin se relève comme si de rien n'était et commence à riposter plus vite qu'il ne peut le croire. Il est maintenant clair que l'empereur gobelin utilise une sorte de compétence d'arme. Ses attaques sont beaucoup trop puissantes, donc Haruka doit se concentrer, cherchant le plus petit écart dans ses mouvements pour pouvoir lancer une contre-attaque. Enfin, il voit une petite ouverture et porte un coup solide à la poitrine du gobelin, l'envoyant voler en arrière. Mais même avec tous ces dégâts, le gobelin commence à se soigner comme si de rien n'était. Réalisant que les coups normaux ne mènent nulle part, Haruka se dit qu'il doit inventer une compétence combo encore plus puissante. Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'empereur gobelin lance une de ses compétences d'arme, envoyant une série de coups mortels droit sur lui. Haruka bloque de justesse, mais il souffre, et ses chances ne semblent pas très bonnes. Mais il ne recule pas. Il sait qu'il doit surmonter cela s'il veut devenir assez fort pour protéger ses amis. Il se relève et fonce sur l'empereur gobelin une dernière fois, donnant tout ce qu'il a. Quand le matin arrive, Haruka est le dernier debout. Grâce à la nuit blanche qu'il a passée, il a monté de niveau 2 fois. Maintenant, au niveau 11, Haruka rentre chez lui pour vérifier sa fenêtre de statut. Comme il le pensait, il a débloqué de nouvelles compétences, mais il n'est toujours pas sûr que ce soit suffisant pour vaincre Tanaka. Même ainsi, avec sa compétence personnalisée, il peut frapper en un éclair, surprenant n'importe qui au milieu de l'animation de leur compétence d'arme. Il va juste devoir miser là-dessus et espérer que cela fasse pencher le combat en sa faveur. Plus tard dans la nuit, Tanaka se présente devant chez Haruka, comme s'il l'attendait. Haruka se souvient comment Tanaka s'est fait embêter par les sportifs à leur arrivée, mais il réalise maintenant que Tanaka attendait juste le bon moment pour se venger. Pendant ce temps, les filles viennent de rentrer à Omi après une longue journée d'aventure. En revenant, elles aperçoivent quelques gars affalés à l'extérieur des murs de la ville. Elles réalisent bientôt que ce sont les sportifs, et elles sont contentes de les voir, mais elles s'inquiètent aussi car les sportifs ont l'air assez amochés. La déléguée de classe se souvient qu'Haruka a laissé un mot disant qu'il irait vérifier les sportifs, alors elle leur demande s'ils savent où il est.
Ils lui font savoir que Haruka est dans les bois en ce moment, risquant sa vie pour eux tous. Dans les bois, Tanaka est frustré quand il réalise que Haruka est le seul là-bas. Il espérait voir la déléguée de classe à la place, il a même fait tout le nécessaire pour que les délinquants créent des problèmes et divisent la classe. C'est alors que Haruka réalise que Tanaka a tiré toutes les ficelles tout ce temps, et Tanaka est prêt à éliminer quiconque il faut pour obtenir ce qu'il veut. Mais Tanaka ne voit pas Haruka comme une menace, alors il se retourne pour partir et traquer la déléguée de classe, prévoyant de voler sa compétence de détournement. Mais même si Haruka ne s'entend pas exactement avec ses camarades de classe, il n'est pas prêt à les laisser se blesser. Il s'avance, lève son bâton au cou de Tanaka et dit « Tu ne passeras pas ». Tanaka, agacé qu'une personne qu'il considère comme un moins que rien se mette en travers de son chemin, avertit Haruka que s'il est vraiment décidé à l'arrêter, il est plus que prêt à l'éliminer. Tanaka libère toute sa puissance, lançant quelques pierres vers Haruka comme un tir de semonce. Il mentionne ensuite la salle blanche où tout le monde choisissait ses compétences. Tanaka est passé en dernier et s'est assuré de ramasser toutes les compétences restantes que personne ne voulait parce qu'elles étaient sans valeur. Avec un sourire en coin, il demande à Haruka s'il pense vraiment pouvoir le vaincre avec ses compétences de pacotille, puis lance des rochers encore plus gros dans sa direction. Haruka se prépare à les bloquer, mais Tanaka utilise alors son aptitude unique de modification. Soudain, le corps de Haruka commence à bouger de manière étrange, comme s'il avait perdu le contrôle. C'est difficile de bouger, mais il parvient à esquiver les rochers, seulement pour que Tanaka invoque des pointes de cristal juste sous lui. Haruka réussit à les éviter aussi, mais il est épuisé, ayant l'impression que tout son corps est devenu beaucoup plus lourd. Tanaka, impressionné, admet que Haruka est meilleur qu'il ne le pensait. Puis il demande depuis combien de temps Haruka le surveille. Haruka dit qu'il avait des soupçons depuis le début. Haruka pensait que Tanaka resterait soit avec les Intelos, soit qu'il ferait cavalier seul, alors ça l'a surpris de le voir traîner avec les délinquants. Il savait qu'il devait y avoir une raison. Haruka demande alors quand le plan de Tanaka a commencé. Tanaka révèle qu'il y a pensé dès qu'ils ont été tirés de la classe. Il a raté la compétence de détournement, mais quand il a vu ajuster la compétence pour embêter un peu les gens, il l'a saisi. Il l'a utilisé pour berner les délinquants, et le reste appartient à l'histoire. Tanaka dit alors qu'ils ont assez discuté. Il piège le pied de Haruka avec une vigne, puis lance un sort de feu flamboyant, convaincu que cela l'achèvera. Mais Haruka absorbe soudainement les flammes dans son bâton, utilisant le pouvoir de l'herbe qui s'y est fusionné. Il passe à la contre-attaque, prenant Tanaka par surprise. Mais Tanaka faisait juste semblant. D'un geste rapide, Tanaka sort une épée, bloque le coup de Haruka et le repousse. Puis, il invoque toutes ses armes, annonçant qu'il peut enfin toutes les utiliser. Il charge Haruka avec une épée, changeant d'arme à chaque coup. Haruka est complètement en défense, à peine capable de suivre la rapidité de Tanaka. Il essaie de se cacher dans les buissons, mais Tanaka lui assène un coup puissant, le projetant de l'autre côté de la rivière. Haruka commence à comprendre qu'il n'est pas assez fort pour affronter Tanaka de front et se demande comment il parvient à jongler avec toutes ses armes et pouvoirs en même temps. Tanaka apparaît et lui dit d'abandonner tant qu'il est en avance. Mais Haruka se relève et pose une question en retour, demandant s'il utilise la compétence de copieur pour voler les capacités de leurs camarades de classe. Tanaka confirme avec un sourire malicieux, ajoutant que son plan était de copier la compétence de détournement de la déléguée de classe, de l'éliminer et de s'emparer de la véritable compétence pour lui-même. Une fois cela fait, il lui serait facile d'éliminer tout le monde et de collecter leurs compétences aussi. Haruka réalise qu'il affronte son adversaire le plus coriace jusqu'à présent. Et puis Tanaka change de tactique, lançant différentes armes sur lui. Haruka riposte, mais ses coups ne touchent qu'une illusion. Le vrai Tanaka se cache derrière lui. Réfléchissant rapidement, Haruka pointe son bâton vers le sol. Tanaka suppose qu'il abandonne et charge, mais Haruka esquive l'attaque d'un mouvement fluide semblable à l'Ultra Instinct. Il déstabilise ensuite Tanaka en lui demandant s'il peut utiliser chaque compétence copiée seulement 3 fois. Cela déstabilise Tanaka et son calme commence à se fissurer. Haruka révèle qu'il a découvert la faiblesse de sa compétence de copie il y a un moment et qu'il épuisait volontairement les capacités copiées de Tanaka. Furieux d'avoir été surpassé, Tanaka attaque dans un accès de désespoir, mais Haruka esquive et le repousse d'un coup de pied puissant. Voyant une ouverture, Haruka décide qu'il est temps d'en finir. Mais juste au moment où il avance, Tanaka tire un coup puissant, le forçant à s'arrêter. Refusant de reculer, Tanaka sort son arme ultime, invoquant un poignard et se jetant sur Haruka avec 2 frappes rapides avant de disparaître et de réapparaître au-dessus de lui. Haruka esquive chaque coup. Mais alors que la poussière retombe, il réalise que tout cela n'était qu'une distraction. Tanaka a encore un tour dans son sac. Tanaka se cache derrière un rocher, préparant son coup ultime, mort instantané. Il frappe Haruka avec, et fidèle à son nom, la compétence l'élimine sur le champ. Haruka s'effondre au sol sans vie, et Tanaka sort en riant comme un vrai méchant. Il piétine même la tête de Haruka pour faire bonne mesure, et commence à partir. Mais ensuite, de nulle part, Haruka se relève et interpelle Tanaka, lui demandant pourquoi il part si vite. Tanaka se retourne paniqué
et exige de savoir comment il est encore en vie après Instant Death. Haruka lui révèle son secret. Il a une compétence de santé qui le rend résistant aux effets de statut, et Instant Death en fait partie. De plus, sa statistique de chance est au maximum, ce qui signifie que le taux de réussite de la compétence de mort était presque nul contre lui. Tanaka perd son calme, demandant pourquoi il est tombé raide mort s'il allait bien, et Haruka hausse les épaules, disant que c'était juste une comédie. La tête de Tanaka tourne, et il s'énerve, disant que Haruka ne devrait même pas pouvoir bouger aussi vite sous l'effet de sa compétence Tweak. Haruka lâche alors une autre bombe. Il a utilisé une compétence appelée Blockhead, qui lui permet de contrôler les autres comme des marionnettes, et il l'a utilisée sur lui-même pour annuler l'effet de Tweak. Tanaka est maintenant hors de contrôle. En pleine crise de colère, il commence à lancer toutes les compétences d'armes qu'il a sur Haruka, mais Haruka bloque tout sans transpirer. Tanaka, réalisant qu'il a été dupé, tombe alors dramatiquement à genoux. Il se souvient de l'ennui mortel qu'il ressentait à l'école, étant le génie qui surpassait tout le monde. Il avait désespérément besoin d'excitation, et quand lui et ses camarades de classe ont été transportés dans ce monde, il savait exactement quelles compétences choisir pour transformer sa vie en aventure palpitante. Il était prêt à éliminer n'importe qui pour l'adrénaline, planifiant de collecter chaque compétence et de se rendre imbattable. Mais maintenant, face à Haruka, il perd pied, furieux de perdre contre quelqu'un qu'il pensait avoir des compétences inutiles. Dans une frénésie, il charge Haruka de manière imprudente. Haruka le désarme facilement, pensant que Tanaka n'a plus de tour dans son sac et s'avance pour terminer le combat. Mais alors, de nulle part, son épée revient et poignarde Haruka. Tanaka cachait des pouvoirs de télécommande depuis le début. Tanaka déclare la victoire, attaquant Haruka avec un sourire. Haruka parvient à le repousser d'un coup de poing, bien qu'il ait utilisé sa compétence de protection pour se protéger de la plupart des dégâts. Il décide qu'il est temps d'en finir, activant sa compétence de stratégie pour porter un coup que Tanaka ne peut esquiver. Tanaka s'effondre, assommé, et Haruka s'éloigne, disant que même s'il n'a pas les compétences incroyablement puissantes, il a ses propres astuces, mais il est maintenant épuisé jusqu'à l'os. Les dégâts qu'il retenait commencent à le rattraper. Sa force l'abandonne et il tombe à genoux, pensant que cela pourrait être la fin. Alors qu'il commence à s'évanouir, des souvenirs du délégué de classe et de ses amis lui traversent l'esprit. Mais soudain, il sent quelqu'un le soutenir. Haruka ouvre les yeux pour trouver les intellos à ses côtés. Il est un peu agacé qu'il soit arrivé si tard. Mais il balaye cela d'un revers de main, lui disant de garder ses plaintes pour plus tard. Il lui donne quelques potions de guérison et l'aident à se remettre sur pied, le conduisant hors de la forêt vers la ville. Lorsqu'ils demandent pourquoi ils sont là, ils expliquent qu'ils ont croisé des camarades de classe en revenant de la chasse. Les sportifs les ont informés du combat de Haruka avec Tanaka, alors ils se sont précipités mais sont arrivés un peu tard. Ils atteignent les portes de la ville et tout le monde les attend. Les filles entourent Haruka, s'offrant comme récompense. Mais il recule nerveusement et tape dans la main du chef des sportifs à la place. Les filles rient, l'entraînant avec elles, et s'excusent même auprès des nerds pour la façon dont elles les ont traités par le passé. Haruka ne peut s'empêcher de penser que c'est la fin heureuse que tout le monde espérait et qu'il n'est plus nécessaire ici. Il commence à s'éclipser pendant que tout le monde célèbre, mais le délégué de classe le surprend en flagrant délit, lui demandant où il pense aller. Pris au dépourvu, il balbutie, mais elle le serre soudainement dans ses bras, disant qu'elle était vraiment inquiète. Il s'excuse, mais elle lui dit que désolé ne suffira pas. Elle a rassemblé toutes les filles de la classe et elles sont prêtes à lui faire payer pour être sorties de la ville sans dire un mot. Haruka panique, mais il n'a aucune échappatoire alors que les filles le ramènent, prêtes à le gronder et à lui pomper toute son énergie. Le lendemain matin, Haruka se réveille après un rêve mouvementé et descend les escaliers. Les nerds sont déjà là, prêts à retourner dans le donjon. À leur comportement, Haruka peut dire qu'il prépare quelque chose, et sa curiosité s'éveille, surtout qu'il plonge dans ce donjon sans arrêt. Il s'avère qu'ils sont à la recherche d'un trésor rare qui ne se trouve que dans le donjon. Il lâche le morceau. Cet objet est censé les aider à créer leur propre harem. Haruka est stupéfait. Les nerds sont coincés ici depuis un mois sans avoir réussi à attirer une seule fille sexy. Ils comptent sur ce raid de harem pour changer la donne. L'équipe se prépare et part. Bien que Haruka admette qu'un raid de harem semble un peu fou, il n'y a aucun intérêt. Tout ce qu'il veut, c'est retourner se détendre seul, loin des drames de tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse même penser à s'éclipser, les ennuis le trouvent. La déléguée de classe arrive, furieuse. Haruka se fiche comme un cerf pris dans les phares, se demandant ce qu'il a fait de mal cette fois. Il s'est fait réprimander par les filles hier, mais clairement la déléguée de classe attendait son tour. Elle s'emporte, criant à quel point il a été imprudent et comment il ne l'a pas emmené avec lui. Elle ignore complètement le fait qu'elle était la cible principale de Tanaka. Haruka sait qu'il n'y a pas de victoire possible ici, alors il s'excuse juste pour la calmer et promet de la prévenir la prochaine fois qu'il s'apprête à risquer sa vie. La déléguée de classe se calme après sa promesse, lui lançant un regard en coin avant de s'éloigner. Haruka s'effondre au sol, ayant l'impression de perdre la bataille pour sa vie paisible en solo. Il a besoin d'un plan de jeu, et vite. C'est alors qu'il réalise.
l'anneau de charisme. S'il charme toutes les filles, elles cesseront d'être en colère contre lui et il pourra enfin s'éclipser. Sa décision prise, Haruka est prêt à retourner dans le donjon. Pendant ce temps, au manoir du seigneur, Mariel s'inquiète pour son père. Il s'épuise au travail et elle essaie de le détendre avec du thé, mais il est trop stressé. Il y a eu des apparitions de monstres dans la région et il ne peut pas baisser sa garde pour l'instant. Toute la ville en pâtit parce que les marchands ont peur de déplacer leurs marchandises. Et en tant que seigneur, le père de Mariel sait qu'il doit agir. Juste au moment où il réfléchit à ce qu'il doit faire, un garde entre en trompe dans la pièce avec de terribles nouvelles. Une horde de monstres vient d'apparaître près du donjon. Pendant ce temps, Haruka est déjà tombé sur cette horde. Il ne prévoyait pas de se battre en se rendant au donjon, mais il se dit qu'un petit échauffement ne fera pas de mal. Au guild, cependant, Mariel panique parce qu'elle n'a aucune idée que Haruka est déjà là-bas, en train de s'occuper des affaires. Elle se précipite et informe le maître de guilde du groupe massif d'orques, se dirigeant droit vers la ville. Si personne n'intervient, l'endroit est fichu. En entendant cela, la guilde passe en mode alerte totale. Les aventuriers commencent à s'équiper, et la déléguée de classe qui traîne à la guilde se porte volontaire pour aider à défendre la ville. Elle rassemble ses camarades de classe, mais se rend vite compte qu'il manque quelqu'un, Haruka. Sur le terrain, Haruka est occupé à traverser la horde. Il est un peu surpris par le nombre d'orques qui grouillent autour, et aperçoit même un roi orc. Cela ne le dérange pas. Il peut tous les éliminer d'un seul coup sans transpirer. De retour à la porte de la ville, les aventuriers se préparent pour une bataille totale. Mais au moment où ils sont prêts, c'est déjà fini. Haruka a anéanti toute la horde, y compris le roi orc, comme si de rien n'était. En regardant le désordre qu'il a laissé derrière lui, il trouve un peu étrange que tant d'orques soient apparus de nulle part. Mais honnêtement, il ne s'en soucie pas assez pour y réfléchir et reprend son chemin vers le donjon. Quand Haruka atteint enfin le bâtiment du donjon, il se faufile devant le garde posté à l'extérieur. Pas besoin de bavardage, il est là pour accomplir sa mission. À l'intérieur, il est époustouflé par le niveau de détail du lieu. C'est presque suffisant pour le distraire, mais il se ressaisit. Il a des choses plus importantes à gérer. Sa mission, trouver l'anneau de charisme. Le problème, c'est qu'il n'a aucune idée de ce à quoi cela ressemble. Alors, il commence à errer jusqu'à ce qu'il tombe sur un coffre au trésor au milieu d'un couloir. Excité, il l'ouvre, s'attendant à quelque chose d'épique. Mais quand il utilise sa compétence d'évaluation pour vérifier le butin, tout ce qu'il trouve, c'est des babioles. Une déception totale. Haruka continue à avancer dans le donjon, espérant trouver quelque chose de bien, mais tout ce qu'il rencontre, c'est des déchets. Finalement, il abandonne l'idée de trouver l'anneau de charisme par lui-même et décide de demander à ce marchand louche en ville s'il en sait quelque chose. Pendant ce temps, aux portes de la ville, tout le monde est en alerte depuis des heures, attendant l'arrivée des orques. Les gens commencent à regarder Mariel de travers, pensant qu'elle a peut-être tout inventé. Mais ensuite, à travers la fumée, ils aperçoivent quelque chose bouger. Les armes sont dégainées, la tension est palpable, mais il s'avère que c'est juste Haruka, se promenant comme s'il avait eu la journée la plus longue de sa vie. Le gars est à moitié endormi après son exploration de donjon. Haruka ne comprend pas pourquoi la ville est sur les nerfs, mais la déléguée de classe ne perd pas de temps et court vers lui, parlant d'une horde de monstres se dirigeant vers le village. Elle exige aussi de savoir où il a été toute la journée. Haruka ne voulant pas révéler sa chasse à l'anneau de charisme, il reste silencieux. Puis Gatak intervient, demandant si Haruka a vu des orques sur son chemin de retour. C'est alors que Haruka se souvient tranquillement qu'il en a abattu tout un groupe plus tôt. Pour une raison quelconque, cela énerve tout le monde. Le maître de guilde et Mariel le remercient tous les deux d'avoir sauvé la ville, mais commencent immédiatement à lui faire la leçon sur l'imprudence de s'attaquer seul à autant de monstres. Le maître de guilde explique que l'activité des monstres a augmenté avec des créatures qui sortent même du donjon. Si les choses continuent ainsi, il pourrait faire face à une véritable ruée de donjons. Il fait promettre à Haruka de ne plus faire de telles folies. Plus tard, de retour dans sa chambre, Haruka rumine les événements de la journée. Maintenant, avec le maître de guilde et Mariel sur son dos, sortir de la ville sans que quelqu'un ne lui tombe dessus va être encore plus compliqué. Le lendemain, Haruka se rend chez le marchand d'objets magiques. Le type n'est pas ravi de le voir, clairement encore amer à propos de ce que Haruka a fait la dernière fois. Mais Haruka balaie cela d'un revers de main, disant qu'il n'est pas là pour des objets magiques aujourd'hui. Juste une petite question, il demande si le marchand sait où trouver l'anneau de charisme. Le marchand n'en a pas entendu parler, mais il mentionne quelque chose appelé l'anneau de phéromone, un équipement qui augmente le charisme. Cet anneau de phéromone semble être exactement ce que Haruka recherche. Alors il demande au marchand où il peut le trouver. Comme il n'est nulle part au premier étage, le marchand lui fait savoir qu'il est impossible qu'un objet aussi précieux y ait été laissé. Il serait parti depuis longtemps. Le marchand explique qu'il est probablement quelque part autour du 50e étage du donjon, un endroit que personne n'a encore osé explorer. Le donjon a 100 étages au total, mais le traverser n'est pas facile.
Tu dois battre un boss à chaque étage pour descendre. Il y a encore beaucoup de choses sur le donjon que personne ne connaît, mais si Haruka prévoit d'aller aussi loin, le marchand l'avertit de se charger en potions et en équipement de récupération. Haruka suit le conseil et part faire le plein. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que les nerds ont entendu chaque mot de sa conversation. Dès qu'ils comprennent que Haruka est après l'anneau de phéromone, ils courent directement vers le délégué de classe pour le dénoncer. Quand la déléguée de classe découvre ce que Haruka prévoit, elle et les autres filles commencent à paniquer. Si Haruka met la main sur cette bague, elles seront trop charmées pour lui dire non et il serait libre de faire ce qu'il veut. Cela n'arrivera pas sous leur surveillance. Elles décident qu'elles doivent l'arrêter à tout prix. Après s'être approvisionnées, Haruka se dirige vers le donjon quand sa compétence de perception l'avertit que des gens le suivent. Il se retourne et aperçoit la déléguée de classe et toute la classe qui s'approche de lui. Il s'arrête et demande ce qu'ils font tous là. La déléguée de classe lui retourne la question, demandant ce qu'il fait. Elle l'accuse directement, disant qu'elle sait qu'il est après l'anneau de phéromone. Haruka le nie et invente un mensonge, prétendant qu'il cherche l'anneau des arbres, quelque chose qui permet de parler aux animaux. Personne n'y croit une seconde. Réalisé qu'il ne va pas les semer avec des excuses, Haruka décide de prendre la fuite. La déléguée de classe et toute la classe le poursuivent directement dans le donjon. Haruka est en tête pour l'instant, mais il sait que si la déléguée de classe le devance pour l'anneau de phéromone, elle l'utilisera pour le faire suivre ses règles et c'est un cauchemar pour son style de vie en solo. Il passe à la vitesse supérieure, sprintant pour mettre le plus de distance possible entre lui et le groupe. La déléguée de classe crie après Haruka, l'avertissant qu'il est imprudent de courir dans un donjon. Il pourrait déclencher un piège. Haruka réplique en disant que les pièges ne peuvent pas l'atteindre parce que sa statistique de chance est au maximum. Les pièges ne l'atteindront peut-être pas, mais une construction de mauvaise qualité, c'est une toute autre histoire. Quand il s'appuie sur le mur, il s'effondre, l'envoyant plonger dans ce qui ressemble à un puits sans fin. La déléguée de classe tend la main pour essayer de l'attraper, mais elle est trop tard et Haruka tombe librement vers ce qui semble être une fin terrible. Alors qu'il continue de tomber trop longtemps, il se rend compte qu'il a complètement oublié sa compétence de marche wagnérienne. Il est tellement concentré sur sa panique qu'il n'essaie même pas de se sauver. Mais quand le sol apparaît enfin, il se ressaisit et utilise sa magie de la terre pour transformer le sol en coussin, amortissant sa chute en douceur. Assis au fond, Haruka commence à regarder autour de lui et se demande s'il est tombé jusqu'au 100e étage. Il n'y a qu'un seul tunnel qui en sort et il est presque sûr que c'est le chemin vers le boss final du donjon. C'est la dernière chose qu'il veut affronter, alors il commence à réfléchir à une solution. Se souvenant enfin de sa compétence de marche aérienne, Haruka essaie de l'utiliser pour remonter, mais le puits est si profond que la marche aérienne ne peut pas le rapprocher du sommet. Sans autre option, il prend sur lui et commence à avancer dans le tunnel effrayant. En revanche, tomber dans ce piège lui a débloqué deux nouvelles compétences, détection de pièges et conscience spatiale. En utilisant ces nouvelles compétences, Haruka examine la zone. Aucun piège n'apparaît sur le chemin de la salle du boss, mais il tombe sur quelque chose de bien pire. Ce n'est pas le 100e étage, c'est l'étage 101. Cela signifie qu'il doit affronter le boss caché, ce qui semble être un vrai casse-tête. Mais quel choix a-t-il? Alors qu'Haruka marche dans le couloir, il remarque que le mana dans l'air est si dense qu'il est difficile de respirer, rendant l'ambiance encore plus louche. Pourtant, il continue d'avancer et finit par atteindre la salle du boss. Sans autre issue, il ouvre la porte, se préparant à affronter ce qui se trouve de l'autre côté. Dès que Haruka entre dans la pièce, une vague de mana le frappe. Et devant lui se tient le boss secret du donjon, l'empereur du donjon. Il sait que ce combat ne sera pas une plaisanterie, alors il utilise sa compétence d'évaluation pour examiner son adversaire. Ce qu'il découvre est suffisant pour ébranler n'importe qui. L'empereur du donjon est niveau 100. Pendant ce temps, le délégué de classe et le reste de l'équipe continuent de descendre dans le donjon à la recherche de Haruka. Ils ont atteint le 47e étage et il n'y a aucun signe de lui. Certains membres du groupe commencent à penser qu'il a peut-être chuté jusqu'au fond. Shimazaki suggère qu'Haruka pourrait utiliser l'un des portails qui vous renvoient à la surface. Mais Oda explique que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces portails n'apparaissent qu'après avoir battu un boss d'étage. Et si vous sautez le chemin habituel, les portails n'apparaissent non pas du tout. En gros, Haruka est coincé. Même s'ils savent tous que Haruka est fort, les histoires sur ce donjon disent que l'empereur du donjon est au fond, et qu'il est bien au-dessus même du roi du donjon. Les filles commencent à réaliser qu'elles n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour sauver Haruka, puisque leur équipement n'est pas conçu pour une plongée aussi profonde. Le délégué de classe n'est pas prêt à l'abandonner, alors ils acceptent de continuer à avancer et de voir jusqu'où ils peuvent aller. De retour dans la salle du boss, Haruka évalue ses options. Son aptitude d'évaluation n'a révélé aucune des capacités de l'empereur du donjon, mais elle a révélé une chose, cette créature est le roi sans vie. Haruka sait que les liches sont des monstres en matière de magie, donc il n'est pas question de laisser cela se transformer en un combat à longue distance. Au lieu de cela, il décide de l'affronter de front, se déplaçant rapidement derrière le lich. Il pense l'avoir pris par surprise, mais le lich contre-attaque à la dernière seconde avec une épée.
Il est clair maintenant que cette bataille ne sera pas la victoire facile qu'espérait Haruka. À l'extérieur du donjon, Mariel et son père voient des nuages sombres se rassembler au-dessus du donjon. Ils savent que cela signifie que quelque chose de grand et de mauvais est sur le point de se produire. Son père lui dit « Va à la guilde et avertis-les de se préparer à toute urgence qui pourrait survenir ». Pendant ce temps, Haruka est dans le donjon, essayant toujours de comprendre comment gérer la vitesse divine de l'empereur du donjon. Il décide de libérer toutes ses capacités d'accélération à la fois pour renverser la situation. Il commence à se déplacer rapidement dans la pièce, essayant de déjouer l'empereur. Chaque fois qu'il frappe, il est encore un pas trop lent. Il se pousse à aller encore plus vite. Haruka continue d'attaquer et d'ajuster ses mouvements, mais rien ne lui donne un avantage. L'empereur esquive chacun de ses mouvements et Haruka évite de justesse des contre-attaques mortelles. Il manque de temps et d'énergie. Au milieu du combat, les lentilles de contact de Haruka débloquent une nouvelle capacité, la prévoyance. Il commence à avoir des aperçus de l'avenir. Mais la capacité vient avec un avertissement. S'il baisse sa garde ne serait-ce qu'une seconde, c'en est fini de lui. Haruka sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de choix. Il décide de se donner à fond, attaquant avec tout ce qu'il a parce que sa survie en dépend. Le combat s'éternise et à un moment donné, Haruka commence à apprécier l'intensité. Mais son corps ne suit pas, ses genoux flanchent et il halète fortement. Il est complètement épuisé de stamina et de magie et est sur le point de s'évanouir. Pendant ce temps, l'empereur du donjon n'a même pas l'air fatigué. Haruka se force à se relever, mais il peut à peine bouger. Si l'empereur attaque maintenant, il est fini. Mais l'empereur n'attaque pas. Haruka réalise quelque chose. Ce n'est pas un monstre normal. Il n'y a aucune soif de sang qui en émane, pas même une trace. Cela signifie qu'il n'a pas pris le combat au sérieux du tout. Haruka se sent méprisé. Déterminé, il se relève et charge l'empereur une dernière fois. Mais l'empereur est encore plus rapide. Avant que Haruka puisse réagir, une épée est pressée contre son cou. L'empereur du donjon aurait pu éliminer Haruka à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Haruka essaie de comprendre pourquoi il se retient au lieu de l'achever. C'est alors qu'il remarque le tourbillon lourd de miasmes autour de l'empereur du donjon. C'est sombre et menaçant, une mauvaise ambiance partout. Haruka commence à penser « Peut-être que cette chose ne se bat pas par choix. Peut-être que le miasme le contrôle. » Pendant qu'il assemble tout ça, son bâton commence à briller et à aspirer le miasme. Il semble posséder une sorte de pouvoir purificateur. Haruka n'a aucune idée de pourquoi son bâton peut faire ça, mais il ne va pas s'en plaindre. Il s'adapte, attaquant dans le but d'aspirer tout le miasme. Après quelques coups, il parvient à absorber toute la concentration de celui-ci. Quand c'est parti, l'empereur du donjon abaisse son épée et reste simplement là. Haruka réalise qu'il avait raison. L'empereur ne se battait pas parce qu'il le voulait. La miasme l'avait forcé, et maintenant, il comprend. Ce monstre n'essayait pas de gagner. Il attendait que quelqu'un le libère, qu'on le délivre enfin du contrôle de la miasme. C'est pourquoi il n'a pas tué Haruka quand il en avait l'occasion. Il espérait que Haruka pourrait mettre fin à sa misère. Même si Haruka s'est débarrassé de la miasme contrôlant l'empereur, l'air est encore chargé de celle-ci. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'empereur ne tombe à nouveau sous son influence. Haruka doit agir vite. Au début, il pense à mettre fin à la vie de l'empereur sur le champ, mais il ne peut pas s'y résoudre. Au lieu de cela, il s'approche et la serre dans ses bras, ressentant toute la douleur et la souffrance qu'elle a traversée. Il s'avère que ce geste déclenche la compétence de soumission de Haruka. L'empereur est soumis. Et même si Haruka ne l'avait pas prévu, c'est une victoire. Avec l'empereur sous son contrôle, le miasme ne peut plus reprendre le dessus. Haruka n'est pas sûr de ce qu'il ressent à propos de tout cela, alors il lui demande si elle est en colère d'avoir été subjuguée. Elle secoue la tête, lui faisant savoir qu'elle est d'accord avec ça. Soulagée, Haruka comprend qu'elle le comprend, ce qui signifie qu'ils pourront communiquer sans problème. Maintenant qu'ils sont en bons termes, Haruka vérifie ses statistiques pour voir si quelque chose a changé. C'est alors qu'il remarque que son niveau a été réinitialisé au niveau 1. On dirait que c'est un effet secondaire de la subjugation. Le cerveau de Haruka disjoncte quand il aperçoit le nom de l'empereur, Angelica. C'est à ce moment-là qu'il comprend enfin l'empereur n'est pas un gars, c'est une fille, et il commence à paniquer. Il sait que la déléguée de classe va s'en prendre à lui si elle découvre qu'il a subjugué Angelica. Mais s'inquiéter de cela ne l'aidera pas maintenant. Haruka se ressaisit et demande à Angelica si elle veut sortir de là avec lui. Elle dit oui, alors il passe la porte et arrive au 100e étage du donjon. Haruka utilise sa compétence de perception spatiale pour scanner la pièce. Il repère un escalier de l'autre côté qui semble mener à la sortie. Mais dès qu'ils entrent, le boss de l'étage apparaît. Le cœur de Haruka se serre. Il est complètement épuisé après son combat avec Angelica. La seule raison pour laquelle il tient encore debout, c'est parce qu'elle ne cherchait pas à le tuer. Mais ce boss armure vivante de niveau 100, lui, est clairement sérieux. Il ne veut pas le combattre s'il n'est pas obligé. Alors, il élabore un plan. Haruka utilise la magie de la terre pour faire tomber le plafond. Son idée est d'utiliser la marche aérienne pour grimper à travers le trou et s'échapper. Juste au moment où il pense avoir compris, deux minotaures croisent son regard, leurs yeux assez perçants pour couper l'acier. Il les évalue juste pour confirmer à quel point la situation est mauvaise.
et c'est pire qu'il ne le pensait. Ils sont niveau 99. Maintenant, il est dans un pétrin encore plus profond. Les minotaures sautent, visant directement vers lui, mais ils atterrissent directement sur le boss armure vivante. L'impact inflige d'énormes dégâts aux trois. Haruka saisit sa chance et les achève avant qu'ils ne puissent se rétablir. En ramassant des cristaux magiques, il remarque qu'Angelica examine l'armure brisée laissée derrière. Haruka lui dit qu'elle peut l'avoir si elle le veut. Elle l'enfile avec enthousiasme, mais c'est tellement encombrant que ça ne semble pas pratique. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'armure commence à briller et se transforme en une forme qui convient parfaitement à Angelica. Haruka se sent soulagé maintenant que ses os ne sont plus exposés, mais il reste prudent. C'est une armure de donjon, ce qui pourrait poser problème. Pour être sûr, il lui dit qu'il va l'évaluer pour vérifier si elle est sûre. Il s'avère que l'armure est une mauvaise nouvelle. Elle est maudite avec un sort de liaison, donc maintenant qu'Angelica la porte, elle ne peut plus jamais l'enlever. Angelica est furieuse, s'en prenant à Haruka pour ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Mais honnêtement, elle est déjà un squelette. Qu'est-ce qu'elle allait porter d'autre? Elle n'avait pas beaucoup d'options de garde-robe pour commencer. Pendant ce temps, au 50e étage, les camarades de classe de Haruka sont toujours là à essayer de le retrouver. La plupart d'entre eux pensent que c'est une perte de temps. Haruka est du genre à revenir tranquillement et à se vanter d'avoir nettoyé tout le donjon en solo de toute façon. Cela ressemble à quelque chose qu'il ferait, mais la déléguée de classe ne veut pas rester là à attendre. Elle rassemble tout le monde pour continuer à avancer et les mène directement à la salle du boss pour continuer à chercher. Mauvaise décision. Dès qu'elle ouvre cette porte, il se retrouve face à un cyclope massif en tant que boss de l'étage. De retour en ville, Marielle se présente à la guilde avec des nouvelles douteuses. Elle dit au maître de guilde qu'il y a quelque chose qui cloche dans le donjon. Elle n'est pas sûre de ce que c'est, mais elle a un mauvais pressentiment. Le maître de guilde l'ignore d'abord, disant que le garde posté au donjon n'a rien signalé d'étrange. Puis Godek intervient, rappelant à tout le monde que le garde à l'entrée n'est pas le plus futé. Si quelque chose de grave se passait, il ne le remarquerait probablement même pas. Le maître de guilde convient qu'il devrait se préparer au cas où. Afta prend l'initiative et part rassembler les membres de la guilde. Le maître de guilde demande aussi où sont les nouveaux aventuriers, disant qu'il pourrait vraiment en avoir besoin en ce moment. En ce moment, ni Ofta ni Godak n'ont vu aucun des camarades de classe de Haruka aujourd'hui, ce qui est étrange. Que Haruka disparaisse est normal, mais qu'ils manquent tous, quelque chose ne va pas. De retour au 98e étage, Haruka a finalement réussi à remonter le moral d'Angelica en lui donnant une cape pour aller avec son armure maudite. Elle semble plus heureuse maintenant, même si la situation est toujours un peu chaotique. Mais juste au moment où ils prennent une pause, Haruka sent un monstre à proximité. Il utilise évaluation pour l'examiner et découvre que c'est un lich. Le problème, c'est que les liches sont immunisés contre les attaques physiques. La seule chose qui fonctionne sur elles, c'est la magie sacrée et Haruka n'y connaît rien. Il commence à peser ses options. Peut-être qu'il peut faire un autre trou dans le plafond et sortir de là, mais ensuite, il se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois que deux minotaures sont apparus, et ce n'est pas un risque qu'il est prêt à prendre à nouveau. Haruka n'a pas de magie sacrée, mais il remarque que son bâton semble fonctionner contre le miasme du lich. Alors il tente le coup et commence à piquer le lich avec. Après quelques bons coups, le lich disparaît. Haruka n'a aucune idée de pourquoi cela a fonctionné, mais il ne se plaint pas, une victoire est une victoire. Lui et Angelica continuent à avancer dans le donjon. Lorsqu'ils atteignent le 97e étage, ils tombent sur un essaim de monstres papillons venimeux. Haruka n'essaie pas de les affronter de front, un coup de ce venin et c'est fini. Au lieu de cela, il joue intelligemment. Il crée une énorme boule de feu et l'utilise pour attirer toutes les mythes. Une fois qu'elles sont regroupées, il brûle tous les seins. Ils continuent et atteignent le 96e étage, où ils sont accueillis par des chenilles venimeuses, crachant des fils collants partout. Le sol est essentiellement un piège mortel, un faux pas et ils sont coincés. Mais Haruka n'est pas du genre à perdre du temps à esquiver. Il utilise sa magie de la terre pour enrouler le sol comme un tapis, écrasant chaque chenille au passage. Jusqu'ici, tout va bien, mais quand ils atteignent le 95e étage, quelque chose cloche. Le boss de cet étage apparaît de nulle part, et c'est une épée vivante. La partie étrange, c'est que ce truc est niveau 100 alors qu'il devrait être 95. L'épée fonce droit sur Haruka, mais il esquive juste à temps et essaie de se faufiler pour une contre-attaque. Avant qu'il ne puisse porter un coup, l'épée s'en rend compte et se déplace pour l'éviter. Maintenant, Haruka est en difficulté. L'épée bouge plus vite que n'importe quel humain, et en plus, elle a une escouade d'épées auxiliaires attaquant de tous les côtés. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse suivre cette chose. C'est alors qu'il réalise qu'il y a quelqu'un qui peut gérer ça. Il appelle Angelica et lui demande d'intervenir. Angelica est plus que prête pour ça. Elle sort son épée, se concentre sérieusement et attaque le boss de toutes ses forces. L'épée vivante semble savoir qu'elle est sur le point de perdre, elle appelle ses épées auxiliaires, essayant de former un mur pour bloquer l'attaque d'Angelica. Mais Angelica n'est pas déconcertée. Elle fonce droit devant et d'un coup net, tranche le boss en deux. Haruka n'en revient pas de la force qu'Angelica a encore. La plupart des boss perdent beaucoup de puissance lorsqu'ils changent de camp, mais pas elle. Avec les deux qui travaillent ensemble, Haruka est confiante qu'ils peuvent terminer ce donjon rapidement.
Pendant ce temps, au 50e étage, les camarades de classe de Haruka se font démolir par ce cyclope. Cela ne s'annonce pas bien, plusieurs d'entre eux sont déjà blessés et un coup de plus pourrait tous les éliminer. Les gars commencent à se demander ce que Haruka ferait dans un tel pétrin. Bien que ses conseils ne soient jamais utiles, une chose est sûre, Haruka n'abandonnerait pas. Kakizaki et Oda mettent leurs têtes ensemble et élaborent un plan qui pourrait bien fonctionner. Ils informent la déléguée de classe des détails, mais elle n'est pas convaincue, c'est beaucoup trop risqué. Pourtant, ils n'ont pas d'autres options, alors elle finit par accepter. Kakizaki s'avance sur les lignes de front pour affronter le cyclope. La chose est un tank, mais elle est lente. Kakizaki est confiant que ses compétences en vitesse lui permettront d'esquiver assez longtemps pour porter un coup à sa tête. Les filles de la classe commencent à lancer des sorts pour distraire le cyclope pendant que Kakizaki s'approche. Il est sur le point de frapper quand le cyclope le surprend et le balaye comme un déchet avec son autre main. Kakizaki est dévasté de ne pas avoir pu porter un seul coup. Mais ce n'est pas grave, tout cela faisait partie du plan. Il n'était que l'appât. Maintenant qu'il est hors de combat, c'est au tour d'Oda de s'occuper de ce monstre. Oda aligne son tir et utilise sa capacité pour viser le cyclope en plein œil. Pendant ce temps, Haruka et Angelica ont atteint le 85e étage et les choses commencent enfin à se calmer. Les combats contre les boss deviennent plus faciles et elles progressent bien. Mais ensuite, le sol tremble. Un tremblement parcourt le donjon et Haruka sent dans ses tripes ce qui va suivre. Le garde paresseux est appuyé dehors, bâillant et se relâchant pendant que les gens risquent leur vie en plongeant dans le labyrinthe, même si tout le monde est sur les nerfs à cause d'une ruée. Il espère que rien de grave ne leur arrive lorsqu'il aperçoit une nuée de rats se précipitant hors du labyrinthe. Son estomac se noue alors qu'il regarde à l'intérieur et voit une vague de monstres sortir en même temps, lui donnant la chair de poule. Paniqué, il se précipite en ville pour avertir le maître de guilde. Le maître de guilde fait le lien et réalise que la ruée est arrivée. Au loin, une énorme foule de monstres se dirige vers la ville. Mariel, tendue et agacée, sait que son intuition était juste depuis le début. Godek s'inquiète pour les enfants qui sont allés dans le labyrinthe et le maître de guilde sort un vieux document qu'il avait caché. En l'étudiant, il lâche une bombe. Le labyrinthe n'est pas juste un endroit, il est vivant. Il continue de s'approfondir, et une fois qu'il atteint sa limite, des monstres en sortent en masse. Hoftas se gratte la tête, demandant s'il y a un moyen d'arrêter ce truc. Le maître de guilde continue de lire et trouve la solution. La seule façon d'arrêter la ruée est de vaincre le boss au dernier étage. Godek secoue la tête, pensant que personne en ville n'est à la hauteur. Cela fait penser Mariel à Haruka, mais elle est convaincue que ce solitaire ne pourrait pas gérer ce chaos même s'il essayait. Soudain, tout le bâtiment tremble. Le maître de guilde réagit immédiatement, disant à Hoftas de faire sortir les habitants sans provoquer de chaos et ordonnant à Godek de poster les membres de la guilde à la porte pour la défendre à tout prix. Il se précipite et le maître de guilde se prépare pour un combat, jurant qu'aucun monstre ne mettra pied dans sa ville. Pendant ce temps, Haruka tombe sur des griffons à l'un des étages. Aussi cool qu'un concombre, il leur lance un poisson garni de champignons paralysants. Les griffons l'engloutissent, s'effondrent, et Haruka saute dedans, les frappant. Angelica secoue la tête, perplexe de voir comment il parvient à avoir l'air d'un lâche total tout en réussissant cela. Il nettoie Nabo l'étage, mais au 54e étage, les amis de Haruka tiennent à un fil. La déléguée de classe garde tout le monde stable, les exhortant à tenir bon, peu importe la difficulté. Ils savent qu'ils doivent sauver Haruka quoi qu'il arrive. Et juste devant eux, ils aperçoivent une meute de loups-garous. De retour en ville, les aventuriers viennent de repousser la première vague de la ruée. Mais ils sont tous épuisés et exténués. Mariel n'en croit pas ses yeux. Elle n'a jamais rien vu de tel. Godek dit au maître de guilde « Nous ne pourrons pas tenir le fort si une autre vague de monstres nous attaque. » Puis il réalise que les nouveaux sont encore coincés dans le donjon et Godek s'inquiète que le maître de guilde pense à les envoyer abattre le boss. Le maître de guilde pense qu'Haruka pourrait être celui qui peut l'éliminer et Mariel réalise qu'Haruka pourrait être leur dernier espoir. Le maître de guilde commence à essayer de trouver comment envoyer un message à Haruka pour arrêter la ruée, mais Godek n'est pas sûr que quelqu'un puisse même l'atteindre en ce moment. Tous deux, lui et Hoftas, regardent Mariel, mais elle n'est pas sûre de pouvoir y aller seule. Le maître de guilde convient que c'est trop demander à une noble et dit à Hoftas de l'accompagner puisqu'il connaît le donjon. Hoftas s'inquiète de la prochaine vague de monstres, mais le maître de guilde lui dit de ne pas s'en faire. Ils ont la ville sous contrôle, même s'ils sont les derniers debout. Hoftas comprend et demande à Mariel de venir avec lui, mais elle n'est toujours pas sûre. Puis, elle regarde tous les soldats blessés et les aventuriers qui ont tout donné pour protéger la ville. C'est alors qu'elle décide qu'elle va faire tout ce qu'elle peut aussi. Nous passons à Haruka au 81e étage. Il est choqué de découvrir que c'est un étage étanche. Il aperçoit des poissons monstres dans l'eau et quelques-uns sautent vers lui, mais Angelica intervient et les abat. Haruka la remercie, mais elle lui dit de ne pas s'en faire. Haruka remarque un groupe d'espadons dans l'eau et chacun est de niveau 81. Il sait que si tous l'attaquent en même temps, il est fichu. Il commence à réfléchir à comment les gérer.
Le vrai problème, se dit-il, c'est la rapidité de leur mouvement, et il se souvient comment les poissons sont gardés congelés au marché aux poissons. Haruka utilise ce qu'il sait et mélange cela avec sa magie de glace pour refroidir l'eau, ralentissant ainsi ses espadons. Ensuite, avec sa capacité de rangement, il cible et gèle juste les espadons dans le lac, un lot à la fois, nettoyant le sol comme un pro. Tout se passe bien jusqu'à ce que le boss apparaisse de nulle part, le prenant par surprise. Le boss est furieux, probablement parce que Haruka a gelé ses copains. Il soulève une vague massive, emportant Haruka tandis qu'Angelica se retrouve seule face à lui. Mais pas pour longtemps, Haruka revient en chargeant, surfant sur les vagues sur une planche faite de magie de la terre. Il se lance directement sur la tête du boss et lui assène un coup qui, étonnamment, le met à terre. Ensuite, il vérifie Angelica, soulagé qu'elle aille bien. Ils avancent et Haruka se sent motivé, pensant qu'il progresse vraiment dans ce jeu de labyrinthe. Au 79e étage, il décroche une bague de pèlerin qui augmente la chance de façon incroyable. Puis, au 77e étage, il obtient un bracelet béni qui peut dissiper une malédiction. Lorsqu'il atteint le 75e étage, il affronte un nécromancien de niveau 100. Il gagne, s'emparant d'un orbe nécromantique, avec la maîtrise de la vie et de la mort à l'intérieur. Haruka est excité par tout le butin, pensant que c'est exactement ce que la vie dans le labyrinthe représente. Il imagine déjà la fortune qu'il pourrait faire en vendant tout ça. Mais ensuite, il hésite, le garder ou le vendre. Sa chance est déjà au maximum et il n'est pas maudit. Alors il décide de donner le bracelet à Angelica. Il lui rappelle la sombre malédiction qu'elle porte et espère que cela l'aidera. C'est aussi sa façon de s'excuser de lui avoir fait porter cette armure maudite plus tôt. Angelica hésite mais finit par prendre les affaires après que Haruka insiste. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, agissant comme si cela ne lui faisait rien, mais on peut voir qu'elle est secrètement contente de l'avoir. Haruka, toujours aussi ignorant, ne le remarque pas. Pendant qu'il part à la recherche de plus de trésors, Angelica enlève son casque pour essuyer sa sueur. C'est alors que nous voyons que sa peau est redevenue normale, d'une manière ou d'une autre guérie. Elle remet rapidement le casque et suit Haruka. Pendant ce temps, au 54e étage, la déléguée de classe et l'équipe abattent leur dernier loup-garou. La déléguée vérifie si tout le monde tient le coup. Mais ils tiennent à peine debout, complètement épuisés. Ils sont morts de fatigue, mais abandonner la recherche de Haruka n'est pas une option. Le délégué de classe intervient, disant à tout le monde de tenir encore un peu. À ce moment-là, ils entendent quelque chose venir vers eux. C'est Marielle et elle arrive. Dans le donjon, Haruka se dépêche à travers un étage volcanique. Pendant ce temps, Marielle a compris que Haruka n'est pas avec l'équipe. Elle est frustrée d'être venue ici, pensant que tout cela a été une perte de temps. Elle s'inquiète de savoir qui va arrêter la ruée maintenant. Mais le délégué de classe reste calme, disant que Haruka peut s'en occuper. Les autres ne sont pas convaincus. Ils demandent comment ils sont censés le trouver sans avoir la moindre idée d'où il se trouve. La chef des filles suggère qu'il doit y avoir un moyen de le contacter. Cette idée est rapidement rejetée. Ils expliquent que s'ils avaient un moyen, ils l'auraient déjà utilisé. Dans les flammes, Haruka avance prudemment à travers les pièges, utilisant ses compétences pour les détecter. Il sait que c'est une zone remplie de pièges, mais la chaleur le fait douter de pouvoir tout désamorcer sans s'épuiser. Il trébuche presque, mais Angelica intervient et l'aide à se mettre en sécurité loin du feu. Elle lui suggère de se reposer et il accepte, sachant qu'il doit récupérer. Pendant ce temps, la déléguée de classe rassemble son courage pour continuer à le chercher. Ils doivent le trouver rapidement. Pendant que Haruka se repose, Angelica veille. Il se concentre sur la manière de retrouver ses forces. Il commence à entendre le vent se lever autour de lui. De retour au 54e étage, la déléguée de classe le ressent aussi. Retour à Haruka. Il découvre un petit trou dans le sol volcanique et y passe la tête. En utilisant sa magie du vent, il crée une brise légère pour se rafraîchir. C'est un soulagement et il mentionne à quel point il se sent mieux. La déléguée de classe l'entend et réalise qu'il est proche. Haruka se tire un peu plus et se sent chanceux d'avoir trouvé l'endroit. Puis la déléguée de classe l'appelle. En entendant sa voix, il se dit que cela doit être le même trou par lequel il est tombé plus tôt. Il est reconnaissant que sa voix l'est atteinte. Elle lui demande s'il peut remonter, mais il secoue la tête, se rappelant comment il a déjà essayé et échoué. Il demande si elle a une corde ou quelque chose qu'il peut utiliser, mais aucun d'eux n'a quoi que ce soit. C'est alors qu'il apprend qu'ils sont au 54e étage. Haruka lui fait savoir qu'il peut les atteindre s'il court simplement et lui demande de tenir bon. Avant de couper la conversation, elle lâche la bombe. La ville est en grave danger. Elle lui donne tous les détails. Haruka est choqué d'apprendre qu'une ruée se dirige vers la ville. Marielle intervient, expliquant que la guilde fait tout son possible pour la protéger, mais ils tiennent à un fil. Alors qu'elle parle, Haruka reconnaît sa voix. Puis Ofta ajoute qu'ils ont rencontré la deuxième vague de la ruée en venant ici. S'il y a une troisième vague, la ville n'aura aucune chance. Marielle dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'arrêter la troisième vague, vaincre le boss du donjon. Haruka leur annonce qu'il a déjà vaincu le boss. Ils sont sceptiques, essayant de comprendre pourquoi la ruée continue. Il suggère
que peut-être les monstres ont échappé au labyrinthe avant qu'ils ne tuent le boss, mais cela n'explique pas pourquoi il y a encore des monstres à l'intérieur. Hofta le presse, demandant s'il a vraiment tué le boss. Haruka admet qu'il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu se résoudre à tuer Angelica après tout ce qu'elle a traversé, piégée dans ce cauchemar toute seule pendant si longtemps. Hofta se demande ce qu'il faut faire maintenant. Haruka sait qu'il doit sauver à la fois la ville et Angelica. Il commence à élaborer un plan et rassure Angelica, lui disant qu'il pourrait avoir besoin de son aide pour le réaliser. Elle est partante, et Haruka redouble de détermination pour arrêter la ruée. Hofta doute encore qu'il y ait une autre solution, et la déléguée de classe demande à Haruka s'il est sûr de son plan. Il lui dit avec assurance qu'il a tout prévu, et elle lui accorde toute sa confiance. Marielle n'en revient pas de la rapidité avec laquelle elle est convaincue et demande pourquoi elle en est si sûre. La déléguée de classe dit simplement « parce qu'il l'a dit ». Elle explique que Haruka peut parfois être imprudent et faire des choses qui les stressent, mais qu'il finit toujours par réussir. Elle est certaine que cette fois ne sera pas différente. Haruka la remercie pour sa confiance, promettant de sauver Angelica et tout le monde en ville. Pendant ce temps, la deuxième vague de monstres frappe la ville et les aventuriers rassemblés à l'extérieur des murs de la ville se battent de toutes leurs forces pour les empêcher d'entrer. Les chances ne sont pas bonnes, cependant, avec les forces qu'ils ont, il va être difficile de tenir la ligne. Mais le maître de guilde rassemble tout le monde, leur disant de tout donner. C'est leur maison, et ils doivent la protéger. Dans le donjon, Haruka sait que le temps presse. Si la ville tombe, c'est fini. Il se tourne vers Angelica et demande si nous pouvons accélérer les choses et nous dépêcher de sortir. Angelica est d'accord, alors ils commencent à sprinter à travers les étages restants. Ils atteignent le 73e étage et tombent sur deux hommes lézards. Haruka ne ralentit même pas. Il se souvient que les reptiles sont faibles face au froid, alors il lance de la magie de glace pour les geler complètement. Angelica termine le travail, les réduisant en morceaux. L'étage suivant, une nuée de scorpions. Haruka est prêt. Il inonde la pièce de fumée, les laissant désorientés. Angelica les élimine un par un, puis vient le niveau suivant, où ils affrontent un énorme chien de l'enfer en tant que boss. Haruka n'a pas le sort parfait pour celui-ci, alors il improvise. Il lance une bombe puante directement au visage du chien infernal, le déstabilisant juste assez longtemps pour qu'Angelica porte le coup fatal. Après cela, Haruka prend une pause pour organiser tout le butin qu'ils ont ramassé. Il pense qu'il serait peut-être plus intelligent de combiner tout ce qu'ils ont. Cela pourrait aider à accélérer les choses. Mais il est toujours déçu de ne pas avoir trouvé l'anneau de phéromone pour lequel il est venu ici en premier lieu. Pendant ce temps, Angelica semble avoir quelque chose en tête. Haruka le remarque et lui dit qu'il veut essayer quelque chose quand ils seront de retour en ville. Mais ce n'est pas ce qui la tracasse. Elle s'inquiète que Haruka en fasse trop et veut qu'il se repose un peu. Haruka sait qu'il est à bout de force, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il monte au 69e étage, qui s'avère être une scène forestière. Jusqu'à présent, aucun boss en vue. Puis, de nulle part, un hibou atterrit sur une branche à proximité. Haruka utilise évaluation et découvre que c'est le boss de l'étage, un hibou du sommeil, probablement doté d'une capacité de sommeil. Avant qu'il puisse se préparer à ce qui arrive, les yeux de la chouette s'illuminent et elle essaie d'atteindre Haruka avec un effet de sommeil. Habituellement, la compétence de bien-être de Haruka annulerait tout effet perturbateur, mais cette fois, il s'était tellement poussé à bout. Il était trop épuisé pour que cela fonctionne. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est inconscient. Puis il se réveille sur le dos d'Angelica. Pendant qu'il était inconscient, elle a abattu le hibou du sommeil et l'a ramassé pour continuer à avancer. Même s'il est réveillé maintenant, Angelica lui dit qu'il doit se détendre un peu plus longtemps pendant qu'elle le porte. Pendant ce temps, les camarades de classe de Haruka s'activent pour franchir quelques étages de plus afin de le rattraper. Mais ensuite, ils se heurtent à un mur, un sphinx de niveau 100. Cette créature est bien au-dessus d'eux et ils sont complètement dépassés. Chaque attaque qu'ils lancent les gratigne à peine et les quelques dégâts qu'ils parviennent à infliger sont instantanément guéris. Hofta, qui a fait ses devoirs sur les monstres de donjon, leur dit d'arrêter de gaspiller leur énergie. Il explique que les sphinx de donjon ne peuvent pas être vaincus par la force brute. Il faut résoudre une énigme pour en battre un. Cette créature est immunisée contre tout ce qu'ils ont, pratiquement intouchable. À moins que quelqu'un ne résolve l'énigme, ils sont fichus. Pendant que tout cela se passe, Haruka et Angelica atteignent l'étage 59. Comme Angelica l'a transporté presque tout le long, Haruka se sent comme neuf. Puis, sa compétence de perception déclenche un avertissement. Quelque chose se passe à un étage supérieur. Haruka ne perd pas de temps et commence à monter en courant pour vérifier. Pendant ce temps, de retour à l'étage 57, ses camarades de classe sont à bout. Peu importe ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à porter un coup décisif au sphinx et ils sont totalement perdus face à l'énigme qu'ils doivent résoudre. Juste au moment où ils sombrent dans le désespoir, le délégué de classe perd de vue le sphinx. Au moment où elle se rend compte de ce qui se passe, la bête se rapproche et est sur le point de la transformer en cheeseburger. Mais juste avant que quoi que ce soit ne se produise, Haruka arrive. Il a déjà examiné le sphinx et connaît tout sur son immunité aux dégâts.
Heureusement pour eux, Haruka a été occupé. En descendant, il a récupéré un objet qui lui permet de percer n'importe quelle défense. Haruka ne plaisante pas. Après avoir frappé le Sphinx pour désactiver sa défense, Angelica ne perd pas de temps. Elle saute et l'élimine pour de bon, tranchant sa tête nette. Avec le Sphinx à terre et l'équipe hors de danger, Haruka s'avance et salue tout le monde. L'équipe est soulagée. Si Haruka n'était pas intervenue, ils auraient été perdus. Mais la déléguée de classe a des questions. Elle regarde Angelica du coin de l'œil, debout à côté de lui, et veut savoir ce qui se passe. Haruka commence à expliquer tout ce qui s'est passé pendant qu'il était coincé au fond du donjon. Mais avant qu'il ne puisse aller loin, le sol s'effondre sous lui. Il est sur le point de retourner directement au sous-sol du donjon. Heureusement, Haruka a déjà vécu ça. Il a appris à la dure à rester vigilant. Rapide sur ses pieds, il utilise les débris qui tombent pour remonter, atterrissant en sécurité. Il dit au groupe « Détendez-vous, je ne tomberai pas dans le même piège 2 fois. » Mais ensuite, cela se produit à nouveau une 3e fois, et cette fois, Haruka est prise au dépourvu. Il est vraiment sur le point de tomber, mais le délégué de classe ne l'accepte pas. Elle plonge après lui, refusant de le laisser partir. Elle a aussi appris de ses propres erreurs, et cette fois, elle attrape sa main et le remonte à temps. Le groupe pousse un soupir de soulagement, heureux que Haruka ne soit pas retourné dans le labyrinthe, mais il n'y a pas de temps pour se détendre. La prochaine vague de monstres se dirige déjà vers la ville, et elle est bien plus grande que tout ce qu'ils ont vu auparavant. Si cette vague frappe la ville, c'est la fin du jeu. La déléguée de classe se tourne vers Haruka, désespérée. « Tu as un plan pour ça ?» Haruka hoche la tête. Oui, j'ai un moyen de les arrêter, Angelica est la clé, mais il n'a pas le temps d'expliquer tout. Hofta intervient, disant à tout le monde de se diriger vers le portail de téléportation et de retourner rapidement à la ville. Alors qu'il court vers la porte, la déléguée de classe ne peut retenir sa curiosité. Elle demande à Haruka comment il a réussi à vaincre tous ces monstres puissants et à arriver jusqu'ici. Haruka hausse les épaules, affichant un petit sourire. Pour être honnête, je n'aurais pas pu le faire de la manière habituelle. Il a fallu un peu de chance, un peu de réflexion rapide et du lait frais directement à la source pour me maintenir le matin. L'équipage finit par revenir en ville et aperçoit Godik et le maître de guilde se détendre sur une colline juste à l'extérieur. Ils sont soulagés que leur renfort soit arrivé. Mais Marielle souligne quelque chose qui tue rapidement l'ambiance, l'énorme nuée de monstres qui se dirige vers eux. Et quand je dis énorme, je parle d'une mer de monstres. Même Haruka ne pourrait pas en gérer autant à la fois. Quel que soit l'espoir qu'il restait au maître de guilde, disparu. La ville elle-même tremble sous les pas de cette armée de monstres, et le seigneur des Oni est à l'intérieur de l'église, faisant de son mieux pour garder les habitants terrifiés calmes. Il leur dit que les aventuriers vont sauver la situation. Mais à l'extérieur de la ville, les aventuriers perdent leur sang-froid. Ils ont presque abandonné. L'ampleur de la ruée est tout simplement trop écrasante. C'est alors que Haruka se tourne vers Angelica. Il est temps de faire ce dont nous avons parlé. Angelica s'avance sans hésitation, marche devant tout le monde et plante son épée directement dans le sol. Soudain, une vague d'énergie commence à se répandre depuis l'épée. Haruka explique à tout le monde. Angelica n'est peut-être pas exactement comme elle était quand ils ont combattu dans le donjon, mais elle est toujours l'empereur du donjon. Cela signifie qu'elle a un contrôle total sur tous les monstres de son donjon, et en tant qu'empereur du donjon, elle a le pouvoir de les effacer jusqu'au dernier. La vague d'énergie s'écrase sur l'armée de monstres, et un par un, les monstres disparaissent, jusqu'à ce que tous les saints soient partis. Avec la menace éliminée, Haruka s'approche d'Angelica avec un grand sourire, et lui donne un coup de poing amical pour célébrer. Mais ses camarades de classe, ils le regardent comme s'il venait de sortir un lapin d'un chapeau. Haruka rit et dit « Je n'ai rien fait ». Tu devrais remercier Angelica. C'est alors qu'Oda, l'un des nerds, comprend que Angelica doit être la légende de l'empereur du donjon. Le reste du groupe panique. Cela signifie-t-il qu'Angelica est un monstre? Haruka secoue la tête. J'ai passé beaucoup de temps avec elle dans le donjon. Elle est cool et ne parle pas trop comme les autres. Le groupe est sceptique, mais puisque Haruka se porte garant pour elle, il décide de lui faire confiance. Oda, cependant, a plus de questions. Le Dungeon Emperor est censé être le plus fort du donjon, non? Haruka lève les yeux au ciel et sourit. Mec, c'est bizarre que tu saches toutes ces choses aléatoires. Mais tu as raison, Angelica ne rouille pas facilement. Même après que son niveau ait été réinitialisé, Angelica est toujours incroyablement puissante en tant que combattante. Elle a carrément dominé chaque monstre qu'ils ont rencontré dans le donjon. En voyant à quel point elle était forte, Haruka a pensé qu'elle pourrait probablement utiliser ce pouvoir pour commander les monstres et s'en occuper d'une manière qui n'impliquait pas un grand combat. Le hic, c'est que la capacité d'Angelica ne fonctionne que sur les monstres de son donjon et ils doivent être à proximité pour que cela fonctionne. Donc, s'il y a une autre ruée provenant d'un autre donjon, ce truc ne marchera pas. Pendant qu'il parle de ce qu'elle a fait, les filles demandent si Angelica a juste vaporisé les monstres. Haruka clarifie « Non, ils sont toujours en vie. Tout ce qu'Angelica a fait, c'est les téléporter de retour au donjon et leur donner l'ordre de rester sur place. » Comme cet ordre vient directement de l'empereur du donjon elle-même, Haruka est confiante que ces monstres ne reviendront pas de sitôt.
Cela signifie que la ville d'Omi est en sécurité, au moins pour l'instant, et que la vie peut enfin se détendre un peu. Le lendemain, Haruka a une excellente idée pour tout l'équipement qu'il a sorti du donjon. Il passe du temps à organiser son inventaire et demande aux délégués de classe de rassembler tous leurs camarades de classe. Quand tout le monde arrive, il voit un étalage massif de trésors disposés sur les tables, des objets rares et précieux qui les excitent immédiatement. Haruka annonce qu'il organise une vente super spéciale juste pour eux. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais il y a un hic. Ils doivent quand même payer. Les garçons et les filles sont prêts à se battre pour les meilleurs articles. Mais dès que la vente commence, les filles se lancent dans une frénésie de shopping de Noël. C'est le chaos et tout se transforme en champ de bataille. La plupart des garçons sont trop intimidés pour s'approcher, alors Haruka se sent mal pour eux. Pour équilibrer les choses, il sort une réserve d'équipements supplémentaires qu'il ne prévoyait pas de vendre et l'offre comme une offre spéciale juste pour eux. Après un moment, tout le monde obtient ce qu'il veut et repart heureux de ses achats. Haruka est satisfait que le nouvel équipement devrait aider à garder ses camarades de classe en sécurité, mais maintenant il a une dernière chose en tête, que faire avec Angelica? Elle restera en ville avec tout le monde pendant un certain temps, mais après avoir été isolée dans le donjon pendant tant d'années, Haruka s'inquiète qu'elle ne soit pas habituée à passer du temps avec des gens, surtout avec les autres filles. Il n'est pas sûr de la façon dont elles s'entendront toutes. Plus tard, Oda dit que Haruka a été vraiment généreux de partager son butin avec l'équipage, mais la chef des filles intervient, lui rappelant qu'ils ont dû payer pour ses marchandises. À l'intérieur de la guilde, Haruka est occupée à collecter son argent quand la déléguée de classe arrive. Elle lui fait savoir que tout le monde est content de ce qu'ils ont acheté. Haruka est content d'entendre ça et demande si elle a obtenu quelque chose qu'elle voulait. Elle hoche la tête et fait un clin d'œil à Angelica aussi. Ensuite, elle demande à Haruka de présenter Angelica correctement. Haruka intervient et dit qu'Angelica n'est pas juste un squelette quelconque, elle est l'empereur du donjon. La déléguée de classe lève un sourcil et demande si Haruka a utilisé l'anneau de phéromone pour l'apprivoiser. Haruka hausse les épaules, disant qu'il n'a jamais trouvé cette bague. Puis, avec un air un peu hésitant, il admet qu'il a utilisé sa compétence de servitude à la place. Maintenant, la déléguée de classe est en colère, le réprimandant pour avoir utilisé une compétence comme ça sur un empereur de donjon. Haruka a l'air perdu, disant qu'il ne sait même pas comment c'est arrivé. La déléguée de classe n'y croit pas et pense qu'il l'évite. Elle attrape Angelica, décidant d'obtenir l'histoire directement d'elle. Haruka les regarde partir, espérant qu'Angelica va bien. La prochaine chose que nous voyons, c'est Angelica entourée par les filles dans une chambre à l'auberge. Personne ne dit grand chose, et l'ambiance dans la pièce est carrément gênante. Finalement, la chef des filles brise le silence en demandant à l'empereur du donjon si c'est un mec. Angelica secoue la tête en disant non, puisque cela devrait être évident que son nom est Angelica. Une autre fille demande quel âge elle a, et quand Angelica dit 17 ans, les filles se redressent. Il s'avère qu'elles ont le même âge, alors elles pensent qu'elle pourrait bien s'entendre avec elle. Elles commencent à lui demander de parler plus d'elle-même. Angelica hésite, mais la déléguée de classe lui prend la main, lui disant qu'il n'y a pas de précipitation et qu'elle peut partager quand elle sera prête. Après un peu de discussion, les filles comprennent qu'Angelica était restée coincée dans l'obscurité du donjon au dernier étage jusqu'à ce que Haruka vienne la sauver. La compétence de servitude qu'il a utilisée a brisé la malédiction qui la retenait prisonnière. En entendant cela, la déléguée de classe s'adoucit, disant qu'ils feront de leur mieux pour qu'elle se sente la bienvenue ici. Les filles vont ensuite au bain, décidant de se détendre ensemble. La déléguée de classe espère que cela réchauffera aussi le cœur d'Angelica. Elle remarque qu'Angelica a du mal à enlever son armure. La voyant coincée, elle intervient pour l'aider, pensant que tout ce qu'elle trouverait sous les couches serait des os. Mais quand l'armure tombe, elle est stupéfaite de voir qu'Angelica a de la chair sur les os. Curieuse, elle en discute avec les autres filles et elle décide d'aller jusqu'au bout et de la déshabiller complètement pour comprendre. Quand tout est enlevé, elles sont abasourdies de voir un véritable être humain en chair et en os debout là. Plus tard dans la nuit, nous trouvons Haruka allongé sur son lit. Il repense à la journée, réalisant qu'il n'a pas trouvé l'anneau de phéromone. Mais le voyage au donjon n'a pas été une perte totale. Il a atteint 6 nouveaux niveaux et ses compétences ont reçu un bon coup de pouce. En vérifiant ses statistiques, il remarque qu'il a débloqué une nouvelle compétence appelée phase. En fermant la fenêtre des statistiques, il repense à son incapacité à arrêter la ruée sans l'aide d'Angelica. Il réalise qu'il doit devenir plus fort s'il veut gérer les choses seul. Avec cela en tête, il décide de retourner dans la forêt. Le lendemain, Haruka va voir la déléguée de classe pour discuter. En le voyant, elle se demande s'il a découvert le secret d'Angelica. Il lui dit qu'il a des affaires à régler dans la forêt et demande s'il peut s'absenter un moment. Elle accepte, mais seulement s'il promet de revenir. Il est soulagé, mais il remarque ensuite qu'Angelica semble bien s'intégrer avec les filles de la ville. Se sentant mal de la laisser derrière, il lui demande si elle veut l'accompagner. Elle est partante, mais la déléguée de classe n'aime pas l'idée qu'ils partent ensemble. Elle est mal à l'aise, inquiète qu'il découvre le secret d'Angelica.
Quand ils sont sur le point de partir, la déléguée de classe les arrête. Mais elle ne sait même pas pourquoi elle est si préoccupée par le fait qu'ils soient ensemble. Elle laisse tomber et change de sujet, disant à Haruka de bien traiter Angelica, et les deux se mettent en route. Dans la forêt, Haruka profite de tout, la brise, le soleil, l'ambiance entière. Il est excité, pensant que c'est le cadre parfait pour tester sa nouvelle compétence de phase, ressentant le moment où il défie Angelica à une course jusqu'à son endroit. Avec la phase en jeu, il décolle comme une fusée, si vite qu'il finit par se lancer directement d'une falaise. Haruka s'en sort en utilisant sa compétence de marche aérienne. Angelica arrive à la même falaise, mais elle glisse et tombe. Haruka la rattrape juste à temps, bien qu'il remarque qu'elle est plus lourde qu'on ne l'imaginerait pour quelqu'un censé être tout en os. Angelica est troublée d'être tenue dans ses bras comme ça. Plus tard dans la soirée, nous voyons Haruka se détendre dans sa baignoire. Alors qu'il se prélasse, il demande en plaisantant à Angelica si elle veut le rejoindre. Il ajoute rapidement qu'il plaisante, pensant qu'elle est encore principalement des os, et trouverait cela gênant de se baigner avec un gars. Mais ensuite, à sa surprise, Angelica semble prête à sauter dedans. La seconde suivante, elle est dans le bain et Haruka panique, se demandant qui est cette fille blonde. Il lui faut un moment pour réaliser que c'est Angelica. Tous deux sont instantanément embarrassés. Ensuite, ils sont assis maladroitement sur le lit, ne sachant pas quoi dire. Haruka sent que la tension le gagne, alors il demande si elle peut parler. Angelica essaie, mais n'y arrive pas, et Haruka se dit que son temps en tant que squelette a dû perturber sa capacité à parler. Elle commence à gesticuler pour expliquer, et finalement, il reconstitue ce qui lui est arrivé. Il s'avère que l'empereur du donjon, qui était un monstre squelette mort-vivant, l'a maudite. Mais quand Angelica a mis l'armure en argent, cela a restauré son corps perdu pour que la malédiction puisse prendre effet. Ensuite, le bracelet béni est intervenu, annulant la malédiction. Après cela, l'orbe nécromantique et l'anneau de pèlerin augmentant la chance l'ont ramené complètement à la vie. Haruka réalise que tout cela est arrivé grâce à lui, et c'est pourquoi Angelica était restée à ses côtés. Elle hoche la tête pour le confirmer, et Haruka commence à s'inquiéter. Il pense qu'il pourrait lui avoir enlevé sa liberté dans le processus. Il lui dit qu'elle n'est plus un monstre et qu'elle n'a pas à rester avec lui si elle ne le souhaite pas. Elle est libre de partir, mais au lieu d'être heureuse, Angelica commence à pleurer. Elle le serre fort dans ses bras, suppliant de rester. C'est alors que Haruka réalise qu'elle ne veut plus être seule. Il décide de la laisser rester, au moins pour l'instant. Pour lui remonter le moral, il commence à lui raconter une histoire drôle. Elle s'y intéresse vraiment alors qu'il explique comment il s'est retrouvé dans ce monde, discutant avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quelques jours passent, et un matin, Haruka demande à Angelica de s'entraîner avec lui sans se retenir. Elle est un peu confuse, alors il explique qu'il a une nouvelle compétence qu'il veut essayer. Angelica accepte de l'affronter, ils se préparent à s'affronter, et Haruka pense qu'elle est probablement plus rapide maintenant par rapport à la dernière fois qu'ils se sont battus, surtout qu'elle était sous une influence sombre à l'époque. Il est prêt à affronter sa vitesse avec sa compétence de phase. Elle se jette sur lui, mais il parvient à esquiver son coup et le suivant. Il est assez excité d'avoir une bonne maîtrise de la phase maintenant, même s'il a l'impression que ses armes et compétences sont un peu nulles. Mais Haruka est déterminé à continuer de devenir plus fort. Il passe à l'attaque, mais Angelica le met à terre à nouveau. Il n'est pas surpris de ne pas encore être à son niveau, mais il est content de s'améliorer. Il lui dit qu'un jour, il sera plus fort qu'elle. Se sentant affamé, il décide de prendre quelque chose à manger. Il se dirige vers le lac, où Haruka utilise de la magie de foudre pour attraper des poissons. Alors qu'ils rentrent avec leur prise, ils décident qu'ils vont faire un pot-au-feu au lieu du poisson grillé habituel. Angelica n'est pas sûre de ce que c'est, alors Haruka pense qu'il vaut mieux lui montrer que d'expliquer. On passe à Angelica sur le point de couper un poisson, l'air un peu perdu. Haruka intervient, la guidant par la main et lui montrant comment faire. Ils finissent par ressembler à un couple de jeunes mariés cuisinant ensemble dans la cuisine. Ils préparent le hot pot et se régalent. Haruka est complètement rassasiée quand ils ont fini, et Angelica commence à agir de manière un peu suspecte. Elle l'entraîne dans la chambre, lui dit de s'asseoir à côté d'elle et se rapproche, touchant son épaule. Haruka se prépare, mais il s'avère qu'elle veut juste lui faire un massage. Haruka pense qu'elle essaie de montrer de la reconnaissance, alors il se laisse faire. Angelica commence le massage, mais Haruka remarque rapidement qu'elle est plutôt mauvaise, manquant tous les bons endroits. Pourtant, il reste silencieux, sachant qu'elle fait vraiment de son mieux. Quand elle a fini, il se sent pire qu'avant, mais il fait semblant d'aller bien. Cependant, Angelica n'a pas encore fini de montrer son hospitalité. Haruka lui demande de venir dehors avec lui, alors ils sortent et s'installent sur un banc, regardant les étoiles. Haruka lui demande « Pourquoi es-tu assise si loin? Viens plus près ». Elle devient timide et embarrassée. Haruka tend la main et lui tapote la tête, pensant que cette fille est nulle en tout sauf en combat. Elle essaie de dire quelque chose mais les mots ne sortent pas. Cela la déprime, alors Haruka intervient pour l'encourager, lui disant « Ne te stresse pas, je comprends ce que tu essaies de dire ». Puis il pense à la façon dont Angelica continue de se pousser à s'améliorer, et il se dit qu'il devrait faire de même. Il lui dit « Retournons en ville demain ». Elle hésite, incertaine, mais il la rassure « Ne t'inquiète pas ».
Je serai juste ici. Le lendemain, ils sont en route pour la ville quand il commence à pleuvoir à verse. Haruka lui prend la main et ils courent ensemble, essayant d'échapper à la pluie. Ils arrivent enfin en ville et la pluie s'arrête. Sur la place, Haruka aperçoit ses amis. Ils sont ravis de les voir de retour et quand ils remarquent qu'ils se tiennent par la main, ils commentent à quel point ils semblent proches maintenant. Tous deux sont gênés et lâchent rapidement la main de l'autre. Les filles se rassemblent autour d'Angelica, lui demandant des détails. La déléguée de classe intervient pour la libérer du groupe et lui souhaite la bienvenue. Pendant ce temps, les garçons entourent Haruka, le questionnant sur ce qui s'est passé entre lui et Angelica. Il plaisante en disant qu'il ne restera peut-être plus un solitaire. Haruka s'énerve et les repousse. Angelica s'approche de lui et il se demande pourquoi elle ne reste pas avec les filles. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, mais elle reste près de lui quand même et parvient finalement à le remercier à voix haute. Haruka est surpris de l'entendre parler et elle retourne vers les filles. Il réfléchit qu'après être venu dans ce monde, il a réalisé une chose. Chacun a ses propres luttes et angoisses. Parfois, même être entouré des autres peut sembler étouffant et les gens finissent par se sentir seuls par manque de liberté et de confort. De cette manière, tout le monde est un solitaire, mais personne n'est vraiment seul. Malgré cela, il décide de continuer à survivre seul dans ce monde. Cela conclut le dernier épisode. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour rester à l'écoute. J'aimerais connaître votre avis, alors partagez vos pensées dans les commentaires.